Christophe sur France Maghreb 2. Le vendredi, tout est permis ou presque. Bonjour à tous, bienvenue sur France Maghreb 2, c'est le LGF, le grand forum, jusque 18h pour cette dernière émission de la semaine sur France Maghreb 2. Et je vous promets qu'on va la réussir cette émission, on va bien la réussir même avec un programme ultra chargé. Mais comme nous avons des gens très disciplinés autour de ce plateau, ça devrait bien se passer. Je vais commencer, et vous me le permettrez, par accueillir la seule dame qui est avec nous, pas avec vous en plateau mais à distance, Sabrina Artis-Gassim, thérapeute. Bonjour Sabrina, et auteur aussi. Bonjour tout le monde. Comment ça va ma Sabrina? Je suis ravi de te retrouver. Tout à l'heure, ravi d'être là. Coup de gueule et coup de cœur. Sabrina l'a préparé. Et elle nous le livrera tout à l'heure, évidemment. Avec nous, Mam, la belle histoire qu'on va retrouver évidemment à 2 reprises. Une fois n'est pas coutume. Comment ça va, Mam? Bonjour à toutes et à tous, bonjour à Sabrina et bonjour à tous les auditrices et les auditeurs de France Maghreb 2 que je retrouve après une petite journée de relâche. J'espère que vous allez bien pour ce qui sera ma dernière avant un long moment, mais on va essayer de profiter du moment présent. Alors tout à l'heure pour la conclusion de cette émission, mais dis-moi, j'ai une question à te poser, tu as été payé combien par France 3 ? Malheureusement, le salaire a été très mauvais, puisque là, j'ai interpellé d'ailleurs sur les réseaux Francis Letellier, qui est un des journalistes de France 3, puisqu'il check mes stories sur Instagram, et je lui ai dit, voilà, en l'occurrence, j'ai fait un petit peu le boulot que devait faire France 3, je l'ai fait sur France Maghreb 2. Et vous allez conclure aujourd'hui avec les génériques d'ouverture et de fermeture d'antenne de cette chaîne depuis sa création. Absolument. Tout à l'heure, dans la belle histoire des génériques. Tarek Mami, bonjour. Toujours pressé de parler, hein, Tarek Mami. Comment ça va, Tarek? C'est des smicards chez France 3. Non, mais bonjour, Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je n'aime pas, si j'étais dans une voiture et que j'écoutais votre question et la réponse de Mam, je sursaute, je dis, qu'est-ce que c'est que ces journalistes qui ne posent pas la question? Vous avez interpellé Letellier, qu'est-ce qu'il a dit? C'est le minimum. Donc, il n'a pas répondu, c'est pour ça qu'il n'y a rien à dire. Ouais, non, mais donc vous dites, voilà, on connaît la réponse, Tarek, vous savez, on est habitué. Non, mais je ne la connais pas, moi. Je vous le dis, moi, personne ne vous répond. Alors puisqu'on est à l'antenne et que les gens qui travaillent, cher Christophe, à France 3 et à France Télévisions n'écoutent pas France Maghreb 2, je peux vous dire que j'ai envoyé, moi, 2 messages à la direction de France 2 pour leur dire qu'on a donc un chroniqueur qui fait ça tous les jours et qu'on souhaite avoir un retour de leur part. Et j'ai envoyé donc à la direction. Vous attendez toujours? Non, mais je lui dirai, vous savez, moi j'ai la chance d'avoir la vie devant moi. Je rencontrerai la PDGR de France Télévisions un jour, ça m'arrive souvent, peut-être même la semaine prochaine, pour lever du CSA, et je vais aller la saluer pour lui dire, Madame la Présidente, voilà ce qu'on a fait, voilà ce que vous avez fait, voilà le mail, c'est pas normal que votre service de com ne réagisse pas. Bonjour Tarek, cassez pas la table. Bonjour Tarek, bienvenue. Accompagné également de Enver De Santos, délégué territorial à la FEV. Comment ça va, mon Enver? Eh bien, ça va, Christophe. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ça tombe bien, c'est l'épiphanie, hein. Je ne répondrai pas à cette phrase bizarre voilà, j'aimerais que tu sortes et que tu ne reviennes pas. Ouais, c'est ça. Il fallait bien un syndicaliste, évidemment. Cheminot, Monsieur Jimmy Dalidou, comment ça va, mon Jimmy? Bonjour à tous. Je me syndique à lui. Ah oui, tu te syndiques à lui. Pour ne pas sortir. Et bonne année révolutionnaire à tous. Ah, bonne année révolutionnaire, voilà. C'est la CGT, hein, ma chère Sabrina, ne t'inquiète pas, tout va bien. Vous avez tous votre coup de cœur, le coup de cœur tout à l'heure, j'espère. Tous bien préparés? C'est un coup de gueule. Bon, bah, j'imagine, toi, c'est d'habitude comme d'habitude. Un coup de cœur. Pas de cœur, non, j'ai pas de coup de cœur. Et bonjour à Sabrina, que je n'ai pas salué. Voilà. Bonjour Tarek, bonjour les chroniqueurs, je ne savais pas qui était à l'antenne encore. Bah voilà, je vous les présente, c'est ça. Bah, ils ont qu'à mettre leur casque en même temps. Alors, première question, dans le 10 de clin d'œil et pour commencer cette émission, je cherche un animateur de télé très connu qui fait beaucoup moins parler de lui aujourd'hui, qui est né en 1949. Ouais. Thierry Ardisson, mesdames, messieurs. Exactement, bonne réponse, Mam. C'est Thierry Ardisson, effectivement. Tiens, une disparition, triste disparition, d'un homme politique en 2010. Qui a été ministre des Affaires étrangères, des Affaires sociales, de l'emploi. Il a été aussi président de l'Assemblée nationale française. Qu'est-ce qu'il a eu? Philippe Séguin. Philippe Séguin. Premier président de la Cour des comptes. Voilà. Notamment parti, évidemment, le RPR. Il est né à Tunis, Philippe Séguin. Tarek Mami, je me rappelle d'ailleurs que vous étiez très triste ce jour-là. C'était très triste parce que j'ai très bien connu. Et pour mémoire, M. Philippe Séguin a commenté une mi-temps de match de football sur France Maghreb 2. C'était le match qui a eu lieu à Tunis entre l'équipe de France et la Coupe Tunisie.
On était, nous, France Maghreb 2, et lui, il était venu avec nos amis de RFI. Et quand je l'ai chopé à la mi-temps, il a lâché à RFI, il a dit, vous avez assez d'animateurs, moi je vais aller de l'autre côté, je vais aller avec les gens de mon pays. Il a commenté donc ce match. Et moi, je retiens de lui, celle-là, le fait que Ben Ali, le président tunisien, lui offre la maison de ses parents à 9h. À 17h, lui-même, il l'offre à une association d'orphelins. Et je retiens sa longue intervention contre le référendum, où il a tenu, je crois, je ne sais pas combien d'heures, à parler, parce qu'à l'époque... non, mais à l'époque, les députés pouvaient parler autant qu'ils voulaient, ils n'étaient pas coupés, il n'y avait pas les 3 minutes, les 4 minutes. Donc voilà les 3 souvenirs de M. Seguin. En 2005, messieurs, quelle est la barre franchie par la population chinoise? 1 milliard? Absolument, en 2005. Voilà. Écoutez, vous avez été parfait. Hein, c'est parfait. Dans un instant, on va démarrer notre premier sujet. Vous le savez, Emmanuel Macron a encore tweeté. Il passe beaucoup de temps sur Twitter, évidemment, pour annoncer de l'aide apportée des chars blindés légers que l'on va livrer à l'Ukraine. Et d'ailleurs, il y a des généraux, enfin des membres de l'armée française qui s'inquiètent. On est en train de désarmer l'armée, pour le coup, pour envoyer des armes à l'Ukraine, pour les aider, évidemment. Notre soutien est infaillible et restera jusqu'à la victoire, a-t-il tweeté Emmanuel Macron. On apprend d'ailleurs qu'il a fait pression auprès des États-Unis et de l'Allemagne pour qu'ils livrent également des blindés légers. C'est ce qui va être fait par l'annonce de la Maison-Blanche. La France a-t-elle raison de continuer d'armer l'Ukraine? C'est la question que l'on se posera dans un instant avec vous, en direct sur votre radio France Maghreb 2, 01 40 33 9000. On parlera évidemment, je ne vais pas donner le sommaire, en plus c'est grave ça quand même, tout à l'heure aussi du plan justice. Il y a des choses à faire, il y a pas mal de choses à faire, proposées par Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, pas moins de 60 mesures pour essayer de faire en sorte que la justice soit moins longue, en privilégiant justement tout ce qui est amiable et compagnie. Je vous détaillerai tout cela dans quelques instants. Je zappe ou je mate, c'est des infos que je vous donnerai, à vous de choisir si vous zappez ou vous matez, et vous commentez en l'occurrence. Et puis, c'est une sénatrice qui relance ce débat, éternel débat sur la tenue spécifique ou une tenue spécifique obligatoire dans les écoles. Voilà une idée intéressante qui fera débat tout à l'heure, bien entendu. Le zapping et les coups de gueule et coups de cœur de nos débatteurs aujourd'hui. Chose est sûre, c'est que celui de Jimmy, c'est un coup de gueule. Pour le reste, c'est à découvrir tout à l'heure. Et puis évidemment, la belle histoire des génériques et la belle histoire du jour. Sans oublier le quiz. Si on arrive à faire tout ça jusqu'à 18h, je vous dis champion, à tout de suite. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous, où ici nous le parlons vrai, et ce n'est pas qu'un slogan avec vos amis, vos appels, auditeurs, auditrices, au 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00, autour de cette table. Tarek Mami, Jimmy Dalidou, Monsieur Enver de Santos, Sabrina Artis Gassim qui est avec nous, thérapeute et auteur sur France Maghreb 2. On va parler de ce tweet jusqu'à la victoire, jusqu'au retour de la paix en Europe. Notre soutien à l'Ukraine ne faiblira pas. Voilà ce qu'a tweeté mercredi Emmanuel Macron. Il a annoncé à Zelensky l'envoi en Ukraine de chars de combat légers français. Est-ce que la France a raison de livrer des chars ou de continuer d'armer l'Ukraine? Tiens, première question que je pose à Jimmy Dalidou. Ouais. La France, notre syndicaliste. La France n'aurait jamais dû aller dans cette guerre, même si son orientation guerrière, nous la connaissons, puisque l'impérialisme français a toujours été guerrier. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'impérialisme, il prend toujours deux aspects, qu'il soit français, allemand ou à l'Est. Il prend toujours un aspect usurier ou un aspect guerrier. Donc, quand vous êtes en temps de paix, entre guillemets, parce que je place bien des guillemets, parce que dans le cadre impérialiste, la paix n'existe pas, en fait. Même si c'est la paix en Europe ou en Afrique, par exemple, c'est toujours la guerre. Bref. En temps de paix, entre guillemets, il est usurier, c'est-à-dire qu'il va utiliser toutes les stratagèmes économiques, sociales, politiques pour martyriser, oppresser les différents peuples, notamment en Afrique, en Asie, etc., qui connaissent très bien le sujet de l'impérialisme. Et lorsqu'il y a des périodes de guerre, l'impérialisme met en avant, sort les griffes et il devient guerrier. Et là, c'est l'armée qui intervient. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la guerre n'est pas seulement militaire. Nous avons une vision militarisée de la guerre. C'est un problème. Parce que la guerre, elle commence toujours, et elle s'arrête jamais, parce qu'elle est d'abord économique et sociale, elle est d'abord de classe. C'est une classe sociale qui fait la guerre contre une autre classe sociale
pour pouvoir s'accaparer la force de travail humaine et faire toujours plus de profit. Donc, la France qui part faire la guerre, c'était pas une surprise. De plus, ensuite... Par procuration, plutôt. Oui, mais en plus de ça, là, Macron et compagnie nous envoient au casse-pipe parce que la France n'est pas armée. On n'est pas armé. On a été désarmé par les directives européennes et il compte surtout sur la solidarité, entre guillemets, parce qu'en fait, la solidarité européenne n'existe pas réellement. Je vous rappellerai que l'impérialisme est interdépendant, effectivement, mais il est aussi en concurrence. Il suffirait que des trusts s'unissent entre l'Est et l'Ouest, par exemple, pour isoler certains gouvernements en Europe. Et que ferait la France si elle se retrouvait isolée? On n'a pas d'armée, on n'a pas d'industrie, et on a des hommes politiques qui sont incapables. Donc moi, ça me paraît compliqué. Donc, de plus, vous savez très bien que l'Union européenne... Donc la France pas raison, oui, c'est non. Mais elle n'a pas raison d'y aller. On n'aurait jamais dû y aller, même si l'impérialisme tel qu'il est, l'essence de l'impérialisme exige la guerre. On n'y va pas en armes. C'est pas la même chose. Bah, c'est pareil. Si on arme l'Ukraine, c'est qu'on part en guerre. Oui. C'est exactement pareil. C'est sensiblement pareil. Hein. Oui, non, mais d'accord, mais on va pas sur le terrain, je veux dire. Voilà. Enfin, pas officiellement. Tarek Mami, la France a-t-elle raison de continuer d'armer l'Ukraine qu'elle l'ait fait au début pour l'aider? À la limite, on peut l'entendre. Mais de continuer ainsi et de soutenir et d'envoyer. Et vous savez qu'il y a des gens dans l'armée française qui s'interrogent notamment et qui s'inquiètent qu'on est en train de désarmer la France en envoyant des armes en Ukraine. Au-delà de ce que disent les militaires, moi je pense que le président a tort aujourd'hui. On peut avoir compris qu'au mois de février-mars, c'est sur l'émotion, et sur l'invasion, et sur le petit peuple ukrainien massacré, et j'allais dire, on gonfle le torse. Mais un an après, une fois qu'on a tous les éléments entre les mains, une fois qu'on a cette certitude de régime nazi, une fois qu'on a la certitude de difficultés financières que nous avons en conséquence de cette aide, j'allais dire, charité bien ordonnée, disent les chrétiens, commence par soi-même. Si tout cet argent donné en armement et en argent à l'Ukraine était versé en France, peut-être que la situation franco-française ne serait pas comme ça. D'autant plus que je rajoute que quand le président Macron part dans cette guerre, c'était pour affirmer le poids de la France et de l'Europe face aux États-Unis, et on se trouve 10 mois après avec une France vassale des États-Unis. Donc, à mon sens, il a eu tort, et il a tort de vouloir continuer, et il perd sa double crédibilité si elle a existé, c'est-à-dire que Poutine ne le coûtera plus, puisque les fournisseurs, je ne sais pas, chez le Parti communiste, dans les années 30, il y avait un mot fournisseur de guerre, ou je ne sais pas quoi, il y avait un terme que ça va m'en revenir. Il faut demander à Jimmy pour ça. C'est le PCF qui dit ça, le fournisseur de guerre. Non, mais il y avait un mot de guerre, c'est attiseur de guerre, voilà, c'est ce qu'on disait en 1930, c'est attiseur de guerre. Et de l'autre, les Européens et les Américains ne le prennent pas au sérieux, puisqu'il fait comme eux. Cessez-le-feu, Tarek, 6 et 7 janvier. Non, c'est pas un cessez-le-feu, c'est une suspension de bataille proposée par Poutine, non respectée par les Ukrainiens, parce que là, je viens de lire quelques dépêches. Ah bon? Ah oui. Oui, c'est vrai qu'on est le 6 aujourd'hui, c'est vrai. Voilà, donc ça devait commencer à midi, heure de Paris. Et alors, astuce, pas astuce, coup de com' ou pas, Poutine a proposé un cessez-le-feu en gros de 36 heures. De 36 heures à l'occasion de la Noël orthodoxe. Voilà, donc d'une fête. Le 2 et apparemment, on attendait le discours de Zelensky, il n'en a pas fait hier soir, en tout cas j'ai pas vu, et il y a eu donc ce matin des bombardements après l'heure fatidique par l'armée ukrainienne. Sabrina, est-ce que la France a raison? Macron a-t-il raison de continuer de vouloir aider et d'armer l'Ukraine? En fait, je risque de paraphraser Tarek Mami, en fait, parce que je pense qu'il a tout dit, en tout cas par rapport à cette pensée que je rejoins. Je pense vraiment que Macron va beaucoup trop loin. Voilà, il va beaucoup trop loin, c'est-à-dire que soutenir, on peut même en discuter, j'allais dire, on peut le comprendre, on peut en discuter, mais là, ça ne relève plus du soutien, en fait, dans la mesure où on entend que possiblement il est en train de désarmer son propre pays pour armer un autre pays. Donc Macron, maintenant, serait le saint Graal du sacrifice, en fait. Non, absolument pas, on le sait tous. Donc du coup, quel est l'intérêt de potentiellement fragiliser le pays que tu gouvernes pour soi-disant soutenir un autre pays? Moi, c'est ça la question que j'ai envie de poser. C'est quel est l'intérêt?
Enver, l'homme de la nuance, peut-être? Enver. Je m'interroge parce qu'effectivement, tout ce que vous dites a du sens, mais en fait, c'est de la géopolitique. T'as un homme comme bien près du micro, Enver. Pardon. Tu as un homme, comme dit Tarek, qui justement voulait montrer que la France a un point international. Et il se trouve que aujourd'hui, les États-Unis ont donné des milliards à cette guerre. Ouais. Et la question à ce moment-là que moi je pose, c'est si Macron ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, c'est vraiment de la question géopolitique, dans la mesure où, en fait, il investit, tu regardes dans la foulée, l'Allemagne également décide d'eux, dans la foulée, l'Angleterre également décide d'eux. Chacun, en fait, veut montrer qu'il a une présence géopolitique, en fait, dans cette situation. Ouais. Et essayer peut-être d'avoir le rôle qu'a, par exemple, un celui qui sera le plus courageux, celui qui sera le plus téméraire. Après, au final, l'issue sera la même, sera la même. Des populations, malheureusement, vont mourir. Et le truc, c'est que c'est toujours les plus pauvres. Ouais, deux choses importantes. C'est les gens les plus pauvres, les plus... Voilà, c'est... Comme le disait tout à l'heure Jimmy, en fait, on va servir de chair à canon, parce que ceux qui vont à la guerre, ce sont jamais les boursicoteurs. On va accueillir Salim d'abord, Jimmy, Salim, qui nous appelle du 91 auditeur, le peuple a la parole dans cette émission. Il a même la priorité d'ailleurs. Bonjour Salim. Oui, bonjour, je voudrais justement répondre à la question là. Est-ce que la France a bien réagi concernant l'envoi de chars de combat? Mais moi j'ai une question que je me pose. Il me semble que Macron avait promis aux Libanais de les aider quand il y a eu l'explosion du port de Beyrouth en 2020. Donc je sais pas. Il faut être logique. Il faut d'abord aider les gens qui ont pas mal qui ont souffert depuis X temps dans quelques conflits qu'ils soient. Par exemple, que ce soit les Palestiniens ou les Libanais ou les autres. Ça, les Palestiniens, ils peuvent attendre longtemps, hein. Bah oui, c'est ça le problème. Hier, justement, j'ai écouté les thèmes, le thème dont tu parlais, là, des conflits qui touchent le plus et tout ça. Et moi, ce qui me désole, c'est le fait que Macron se permette de dire, voilà, aux Libanais, on va vous aider, on va vous faire ci, on va faire ça. Et ça fait 2 ans, bientôt 3 ans, qu'il n'y a rien qui se passe. Et là, maintenant, on se permet d'envoyer des chars de combat à l'Ukraine. Moi, je comprends pas. Merci Salim. Pour ce qui est du Liban, Macron, effectivement, avait promis d'aider le Liban. Sauf qu'aujourd'hui, il dit il faut d'abord que le Liban se débarrasse de sa classe politique corrompue pour que ça avance et qu'on puisse faire des choses. Jimmy, tu voulais rajouter quoi? Deux choses. Enver parlait de géopolitique. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec la Russie, l'Ukraine, la Russie est un empire. Sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être un empire. Avec l'Ukraine, le continent eurasiatique absorbe le monde. Sans l'Ukraine, le continent eurasiatique sera calmé, mais uniquement calmé. L'impérialisme organisé au niveau européen, dirigé par Berlin et Paris, l'ont très bien compris. Le taux de profit en devenir se situe à l'Est. N'oubliez pas que le GNL, lorsqu'il sera exporté et qu'il sera des infrastructures nécessaires, etc., sera en grande partie financé par la Chine, membre du continent eurasiatique qui se développe. Je vous rappellerai que la Russie n'est pas isolée. On parle bien de l'entente sino-russe. C'est ce qu'on entend partout. C'est les médias du capital occidental qui disent ça. Ils sont pas seuls. Donc ça, c'est le premier point. Le contexte géopolitique international, effectivement, fait que Macron, vous le savez bien, il l'a dit dans les interviews, il est pour la politique, la finance internationale. Pour lui, la France n'est rien d'autre qu'un porte-monnaie dans lequel il peut prendre de l'argent et en remettre quand bon lui semble. Deuxième chose, Zelensky, je vous rappellerai ce qu'il a dit au mois de décembre, lorsqu'il a rencontré Biden. Je vous rappellerai que Zelensky a clairement dit qu'il n'y avait pas de différence entre le peuple russe et son gouvernement. Il n'a tracé aucune ligne de démarcation entre le peuple russe et son gouvernement. Il a même été jusqu'à dire, je cite, que le peuple russe, l'État russe, était un État terroriste. Ça veut dire que pour lui, le prolétaire russe qui se lève le matin, qui va travailler, qui rentre le soir et qui ne veut pas de cette guerre lui aussi, pour Zelensky, ce prolo est un terroriste. C'est une vision du monde assez particulière, je dirais, et qui ne s'oriente pas vers la paix mondiale, mais qui s'oriente vers l'aggravation de la guerre. Donc la guerre, c'est le gouvernement ukrainien qui la veut. C'est certainement pas les Russes.
Docteur est avec nous. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir mes amis. Oui. Voilà, donc Je suis sûr qu'il va défendre Macron, docteur. je vais être succincte. Oui. D'abord, joyeux Noël pour nos amis orientaux. Orthodoxe. Orthodoxe. Pour la chrétienté, parce que comme on est un État laïque à géométrie variable, déjà je commence par ça. Donc on fait des grandes fêtes le 24 décembre, c'est une chrétienté 342 ans après la naissance du Christ. Donc le Christ est bien né le 6 janvier. Donc ça c'est déjà pour nos amis chrétiens d'Orient, que c'est leur fête pendant 48 heures, d'où, comme il a dit M. Tariq Mami, il y a un cessez-le-feu ou arrêt des combats. Et donc, ça c'est premier point. Donc on va arrêter de verser les larmes de crocodile sur les chrétiens de l'Orient qui ne veulent même pas entendre parler de nous en Occident, déjà number one, première chose. Deuxième chose, on ne va pas continuer à dire qu'on est la vraie civilisation chrétienne en Europe, surtout en France. Deuxième point, pour aller vite sur l'histoire de cette guerre, je me réfère à peu près comme M. Jimmy. Malheureusement, je vais me référer à un autre homme politique qui a parlé ce matin à CNews, M. Nicolas Dupont-Aignan. Il a parlé exactement 8h15. Ce qu'il a dit, c'est le patron de Debout à la République. C'est pas ma référence, mais voilà ce qu'il a dit ce matin. Comment a-t-on laissé dans 100 ans, les nouvelles générations vont dire, comment a-t-on laissé la guerre cogiter au cœur de l'Europe, dans le monde slave, entre les frères chrétiens orthodoxes, à savoir, c'est-à-dire les Ukrainiens et les Russes, à peu près ce que vous dites, c'est cette guerre qui a affaibli l'Europe, chez nous, c'est-à-dire pour les 100 ans. Voilà. Et contrairement à celui qui a dit, vous pouvez vérifier donc ce qu'elle a dit M. Nicolas Dupont-Aignan, et contrairement à ce qu'ils disent toutes les chaînes françaises, il l'a dit sur CNews ce matin, à toutes ces chaînes, la Chine, l'Inde, toute l'Afrique, plus le Moyen-Orient, y compris l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, sans parler de l'Iran, etc., etc. L'Amérique du Sud sont derrière Poutine. Voilà ce qu'il a dit, monsieur. Voilà, donc, malheureusement, notre président, c'est pas qu'il s'est affaibli, il sait plus quoi faire. C'est un grand financier, il a trop de choses sur le dos. Trop de billets. Docteur, il y a trop de billets dans les poches. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'impérialisme américain qui va bien, comme il a dit M. Jimmy, je pense c'est lui là. Docteur, il y a Marc qui a une question pour vous. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez de près ou de loin un lien de parenté avec Tariq Mami? Ah, c'est mon meilleur ami depuis la guerre du... Ah bah dis donc, les causeries doivent être extrêmement nombreuses. Très grand ami, c'est très grand ami. Et on s'est découvert pendant la guerre du Golfe, cher Mam. Ah. Ça vous dit quelque chose, l'invasion américaine? C'est M. Mam là qui parle. L'invasion américaine, ça vous dit quelque chose? Le Koweït, oui. Non, pas le Koweït, l'invasion américaine. L'invasion américaine, de l'Irak. De l'Irak. Et à tout point de vue, c'est pas vraiment de la lèche. Excusez ma grossièreté, j'ai pas d'habitude. Merci, docteur. Mais vraiment, et je vous félicite, monsieur Christophe, que vous avez fait parler Léon l'Africain hier. Ah oui, il nous a appelé. Dans le détail, il était temps qu'il reparle. Moi, il a fait une brillante intervention hier, magnifique. Bonjour et mes meilleurs voeux pour 2023. Monsieur, j'étais heureux de l'entendre à minuit. C'est vrai, il a fait une brillante intervention, notre Khalid. 01 40 33 9000, donc collectivement, on est tous d'accord pour qu'on arrête les dégâts, qu'on demande à notre président, celui qui nous représente, d'arrêter, de cesser immédiatement de continuer de livrer des armes. On peut apporter notre soutien sans lui livrer des armes. Effectivement, un soutien à ma... Attendez, il y a Sabrina qui parle. Jimmy, t'as pas mis ton casque, toi? Ah oui, non, c'est pour ça. Bah oui, bah voilà, on fait de la radio, mon vieux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sabrina, à toi la parole. C'est plus appréciable si vous mettez le casque. Bah oui, bien sûr. Non, je disais juste qu'il y a différentes manières. Pardon? En plus, il va écouter, il va entendre une agréable voix. Je t'écoute, Sabrina. Non, je voulais juste dire qu'il y a différentes manières de soutenir un pays si on prend déjà si on prend parti pour un pays, parce que c'est aussi c'est un sujet à développer, mais il y a différentes manières de le faire et pourquoi directement d'une manière militaire? Enfin, pourquoi, comme je le dis, fragiliser ou en tout cas potentiellement fragiliser son pays en prenant autant parti après autant de temps. Enfin, à un moment donné, je pense que, je vous le dis, il y a vraiment plein de questions à se poser, mais comme
plein d'autres sujets que Macron et son gouvernement ont mis en place jusqu'à aujourd'hui. Bon, merci à vous tous pour ce premier débat, pour cet sujet qui met tout le monde d'accord, hein, pas d'opposition réelle aujourd'hui, pour l'instant en tout cas. Dans un instant, on va parler et revenir sur les affaires intérieures. On va parler de la justice. On se plaint tous que c'est long la justice, que ça dure des plombes, que ça prend parfois des années pour obtenir satisfaction ou pas. Dupond-Moretti hier a proposé le plan justice demandé par le président de la République. 60 mesures, je vous en détaillerai quelques-unes dans un instant, notamment sur la justice civile. Très important, il va y avoir des efforts de fait là-dessus. On en reparle dans un instant avec vous. Et pour nous appeler et pour prendre part à la discussion, 01 40 33 9000, à tout de suite. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2, le Grand Forum avec Sabrina Artis-Gassim, auteur et thérapeute, Jimmy Dalidou, notre syndicaliste cheminot CGT, mais pas que aussi, hein, il est analyste politique bien sûr, et Enver de Santos, délégué territorial de la FEV, Tarek Mami, journaliste, et Mam, bien sûr, toujours à l'écoute et prêt à dégainer. Éric Dupond-Moretti, messieurs, dames, le garde des Sceaux, présentait hier son plan d'action pour améliorer le fonctionnement de la justice. Une soixantaine de mesures, notamment un projet de loi de formation printemps sanctuariser des promesses d'embauche de 10 000 fonctionnaires de la justice d'ici 2027, dont 1500 magistrats. Il y aura donc plus de moyens pour accélérer les procédures, mais aussi de nouveaux mécanismes pour la justice civile. Elle qui représente, peut-être que vous ne le saviez pas, 60% d'activités judiciaires. Ce sont les divorces, les litiges de voisinage entre propriétaires et locataires. Et c'est là que les délais sont les plus longs, entre 2 et 3 ans en moyenne lorsqu'il y a un appel. Alors pour y remédier, Éric Dupond-Moretti fait le pari de la médiation qui doit mettre le justiciable au cœur du procès. C'est ce qu'il a tenu à rappeler. Écoutez. Il s'agit d'un véritable changement de logiciel pour la justice civile, qui consiste à favoriser une justice participative, donc plus rapide, donc plus proche, parce que le justiciable qui a participé à la décision qui le concerne aura le sentiment d'avoir été mieux entendu et mieux jugé. Dupond-Moretti, alors deux grands rendez-vous, avant de vous laisser évidemment la parole. La césure, tout d'abord, elle permettra au juge de trancher le fond de litige, par exemple la question de responsabilité dans un accident, et de laisser ensuite les parties s'entendre sur la méthode a fait ses preuves, notamment en Allemagne et aux Pays-Bas. Les juges devront également jouer un rôle de conciliateur dans tout procès. C'est l'audience de règlement amiable inspirée du Québec qui revendique un taux de réussite de 62% sur le garde des Sceaux. Ces deux réformes devraient diviser par 2 la durée des procès. Tarek Mami, est-ce que c'est une bonne chose à saluer ? Alors, c'est une bonne chose, mais j'amène une précision, cher Christophe. Pour les prud'hommes à Paris, le délai moyen, c'est 36 mois. Donc, c'est un peu plus que le civil, parce qu'il y a plein de mécanismes. En fait... Là, on parle bien du civil. En l'occurrence, des propositions ont été faites principalement... Oui, non, mais j'ai lu les 60 propositions, j'ai lu 3 articles, et surtout, j'avais parcouru comment on appelle ça, le rapport Sauvé, pour les auditeurs de France Maghreb 2. Sauvé était le président du Conseil d'État. C'est lui qui a fait le rapport sur la pédophilie, les pédophiles dans l'Église. Et c'est lui qui a fait donc le compte-rendu des États généraux de la justice. Et donc le ministre de la Justice pêche dans ce rapport donc les mesures en accord bien sûr avec le Premier ministre. Ce n'est pas un problème de logiciel à changer. C'est un peu le nombre de personnel à rajouter. C'est surtout une mentalité et un univers culturel. L'emploi de magistrats, là, hein, beaucoup. Oui, non, mais le magistrat, Christophe, le personnel, parce que des fois, vous avez un ordinateur pour 2 secrétaires. Ouais. Moi, je le sais, puisque je tourne dans certains tribunaux, donc je le vois au quotidien. Ce qu'il faut faire, c'est de la pédagogie pour changer l'univers mental de la société française. Parce que 2 Français, quand il y a un problème, ils envoient un huissier. Et c'est juste la justice. Parce qu'on n'a pas dans l'éducation ces intermédiaires sociaux qui peuvent, j'allais dire, dans un immeuble, faire rencontrer les gens. Et donc, ce qu'il fait, c'est très bien. C'est trop long, 2027, parce que quand on va faire le bilan, lui et le président Macron sont déjà partis. Et ça, c'est ça qui pêche dans l'administration française. Il aurait pu dire, d'ici 27, mais tous les ans, au 15 janvier, on fait un bilan d'étape. Ça, il ne le dit pas. Ouais. Et la dernière chose, il faudrait qu'on apprenne à nos enfants dans les écoles, je ne sais pas à partir de quel âge, peut-être 13, 14, 15 ans, qu'est-ce que c'est que la justice,
comment ça marche et ces solutions que vous dites et qu'il dit très bien, donc de conciliation. Alors Enver, d'ailleurs, au tribunal, c'est je termine la circonscription, le seul tribunal dans lequel il y a ce qu'on appelle le bureau de conciliation, c'est le Prud'homme. Parce que dans les autres tribunaux, vous déposez votre plainte et la procédure s'en va. Dans le Prud'homme... Alors on va privilégier apparemment ce type... ça serait bien, voilà. Parce que quand on dépose plainte, on réunit les deux personnes. La conciliation. Et ça s'appelle dans le tribunal... Règlement à l'amiable, quoi. Oui, c'est BCO, ça s'appelle bureau de conciliation. L'objectif, Enver, est-ce que tu y crois possible? Est-ce que tu le crois possible? C'est-à-dire de baisser par 2 les délais très importants en matière de justice civile? Non. Ah oui, pourquoi non? Non, pour la bonne et simple raison que nous ne sommes pas les États-Unis, qu'on n'a pas cette culture de l'intervention du peuple dans les décisions de justice. C'est-à-dire que nous, à un moment donné, on a pu le voir, par exemple, lors du procès Outreau, et peut-être que là, vous me direz, je mélange tout, mais moi, c'est vraiment moi, c'est vraiment dans ce principe où on a... Là, on essaie de faciliter justement la procédure pénale, de la rendre moins longue en passant par des espèces de raccourcis. Mais comme le dit Monsieur Mami, en fait déjà ça va être très très long. En 2027, on ne pourra pas voir si ça a vraiment évolué, mais surtout dans la mentalité française, par exemple, si je renvoie à un film qui est assez intéressant, qui s'appelle 12 hommes en colère, aux États-Unis, tu vois, on a justement là la preuve donc de l'implication du civil dans la procédure pénale. Et il se trouve que on se rend bien compte dans ce film... C'est pas le même système aux États-Unis. Justement, c'est pas le même système, et j'ai l'impression qu'on essaie de transformer le système français en un système américain. Tu vois, en demi-système américain. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est là à dire « Ouais, mais aux États-Unis, ils font ça. Ouais, mais au Québec, ils font ça. » Si ça marche. Ouais, mais on n'a pas la même mentalité. Si on prend exemple sur des trucs qui marchent. Nous n'avons pas la même mentalité. C'est-à-dire que ça peut marcher là-bas, mais ils ont une mentalité différente. Ouais. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné... C'est une question de mentalité pour toi. Mais très clairement, c'est-à-dire que la philosophie française n'est définitivement pas la même. Tiens, c'est intéressant de poser cette question à la thérapeute Sabrina Gassim, artiste. Là, on est en train de parler finalement comment dirais-je, le mot utilisé par Enver, c'est on n'a pas la même mentalité. Ça pourra pas marcher, nous dit Sabrina. Enver, pardon. Alors, c'est son avis, hein, on est là pour partager nos avis. Alors déjà, il y a une chose qu'on ne pourra pas lui retirer, c'est le... je parle d'Éric Dupond-Moretti, bien sûr. Le garde des Sceaux. C'est d'essayer. De Moi, proposer. je suis toujours partisane, au moins on tente quelque chose. Maintenant, effectivement, nous n'avons pas la même mentalité. Si on fait abstraction de ce que moi j'appelle la colonisation de la mentalité américaine. On ne va pas aussi nier le fait que notre mentalité d'aujourd'hui, elle se rapproche un petit peu plus, bon gré mal gré, de la mentalité on le voit dans américaine la vie de tous les jours, il y a je sais pas, une 50aine d'années. Donc maintenant, je ne dis pas que tout est applicable dans ce qu'il dit, évidemment. Mais au moins on ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir fourni des propositions. Par contre, si je peux me permettre, il me semble que c'est 14 pages, hein, si quelqu'un peut confirmer ce qu'il a. C'est 60 mesures, que ce soit 14 pages ou pas, c'est 60 mesures. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je te dis ça. Le rapport fait 80 pages, après on extrait. Bah oui, faut lire les rapports. Oui. Je vais expliquer pourquoi je dis ça, sauf erreur de ma part, hein, reprenez-moi si je me trompe, mais il me semble que donc du coup 80 pages, il n'y a pas une seule fois le mot femme qui est évoqué, et encore moins le mot viol par rapport aux juridictions qui sont spécialisées. Donc moi du coup forcément je me pose la question, comment ça se fait que ça n'a pas été pris en compte en fait. Je vérifierai ce soir, mais dans le rapport Sauvé... Comment ça se fait qu'il n'y a pas de mesures contre les violences intrafamiliales? Intéressant, non mais c'est intéressant. Oui, je vais vérifier ce soir le rapport Sauvé, qui est la base, et effectivement les 60, j'ai lu 4 articles hier, et j'ai parcouru le 60, je vérifie ce soir. Jimmy. Oui, alors deux choses. Tu vas nous mettre de la révolution où là? Non, deux choses. Je suis pas d'accord avec Enver quand il dit que c'est une question de mentalité. Qui dit mentalité dit subjectivité. Oui, effectivement, on n'est pas dans la tête des Américains, mais dans le sens, je suis pas d'accord dans le sens où si on vous prenez les prud'hommes par exemple, les prud'hommes, ils ont déjà été, ils ont commencé à passer à la moulinette les prud'hommes déjà lors de la loi travail, il faut pas se le rappeler. Ils n'ont pas attendu Éric Dupond-Moretti. Et je prends un exemple avec un salarié qui essaierait de créer un dossier pour pouvoir se défendre suite à un licenciement abusif ou autre, harcèlement moral. Il n'y a pas que des patrons qui sont arrachés les chemises, aussi les salariés qui sont carrément martyrisés,
qui sont maltraités par certains patrons. Et je vais vous dire que là, la mentalité, elle est claire. Il faut que le dossier il aille vite. Il faut que le salarié soit protégé, qu'il soit indemnisé. Parce que lorsque vous êtes prolétaire, que vous touchez 3350 balles, et que vous êtes en plus, que vous rentrez... On le voit, j'étais dans le métro tout à l'heure, je voyais les gens. Vous avez certaines personnes, elles pleurent en sortant du boulot. C'est ça qui se passe. Ouais, donc allez dire à ces personnes-là, qu'il faut 3 ans pour monter un dossier au prud'homme, qu'il n'était même pas sûr de gagner, qu'il faut que tu prouves quelque chose. À un moment, donc la mentalité elle est claire. La précision, quand tu es martyrisé par les forces du capital, on te donne les moyens de te défendre. Non mais les 3 ans c'est pas pour monter le dossier se monte en 24 heures. Oui non mais d'accord, mais attendez, le jugement il se fait pas au bout de 2 mois. Alors le premier, j'en ai plein des exemples. Non, le premier jugement se fait en moyenne à Paris au bout de 16 mois, à Bobigny au bout qui est beaucoup trop long déjà. Non mais oui, au bout à Bobigny 12 mois et à Nanterre plutôt 18 mois. Mais ça c'est parce que ce que dit le ministre, c'est qu'il va rajouter des juges et des greffiers. Oui, il manque de personnel. Oui, c'est le deuxième élément sur lequel je voulais revenir, parce qu'effectivement ils embauchent 10 000 magistrats. Bon, ça c'est plutôt positif. Tous les magistrats ne sont pas tordus du cerveau, si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant c'est une question aussi de process. Alors si vous recrutez 10 000 magistrats, mais que les process, les rouages de fonctionnement de la justice, la bureaucratie, si vous voulez, en place, si elle ne change pas, vous pouvez rajouter 20 000 magistrats, ça ne change rien à l'affaire en fait. Non, mais ça change parce qu'il faut revenir au process, dans le cœur du process. Non, mais le cœur du process dans la justice, moi je suis avocat de formation et j'ai quelques compétences dans ce domaine, notamment aujourd'hui au prud'homme. Quand vous avez 50 dossiers de demande aujourd'hui, vendredi, et vous avez 6 juges, il faut repartir les 50 sur le nombre d'audiences à venir. Mais si vous en avez 10 de juges ou 12, ça va aller plus vite. Donc le fait de faire nommer ces juges, et moi je rajoute, et des greffiers, parce que le travail est fait beaucoup par les petits greffiers qui prennent les notes et tout ça. Sur les secrétaires en fait. Les greffiers d'audience, on les appelle, ça va beaucoup plus vite. Donc ça c'est le côté positif. Et effectivement, si on arrive à former nos juges pour que nos juges à la première audience amènent à la conciliation pour gagner du temps. Voilà. C'est l'objectif. Et il m'est arrivé de le faire. Pas beaucoup, mais 1 ou 2 fois. Pour faire simple, le salarié vient pour demander 3 500 €. Le patron, il dit non, mais dans la discussion, il dit je peux vous donner 1 008. Le juge, il pousse, il dit bon, est-ce qu'on peut faire 2 000 ? Ça fait... Et j'accepte. C'est un bel exemple, Tarek. Hein ? Le recteur de la mosquée de Paris a rencontré Welbeck, ils se sont mis d'accord. Et ils ont annulé la Commencez pas à me provoquer, monsieur Christophe Fro. Ça c'est pour la semaine prochaine. Non, mais voilà. Quand on discute, ça peut marcher parfois. Non, mais alors, moi, je ne veux pas des juges partiellement justes. Ouais. Comme Welbeck, il nous a déclaré qu'il va être partiellement islamophobe. C'est ça. Donc, moi, ou il est islamophobe, ou il ne l'est pas. Ouais, et donc, ou le juge. Selon son humeur. Ou le juge est juste, ou il est injuste. Mais les juges partiellement justes, moi, je ne connais pas. Bon, dans un instant. Nouvelle chronique, mes amis, ça s'appelle le zap ou mat. C'est vous zappez l'info que je vous donne, donc vous la commentez pas, vous la bouclez en fait, ou alors vous commentez en 1 ou 2 phrases, évidemment, poli, dans un instant. C'est la vie de quotidien. On est comme dans la vie de tous les jours ici à France Maghreb. Et si on veut pas commenter pour laisser le temps, pour qu'on puisse disposer de ces 3 minutes. Ça, chez chacun pour sa tronche. À tout de suite. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Avec nous en direct, Sabrina Artis-Gassim, Tarek Mami, Jimmy Danidou, Enver de Santos, Mam sont avec nous et c'est parti pour le zap ou mat. Je zappe et je mate. Eh oui, je zappe ou je mate. Christophe, oui. Juste une chose. Oui. Je tiens à saluer, parce que sinon je vais oublier, une femme qui est actuellement à l'antenne sur TF1 et qui a sans doute, avec Michel Drucker, l'un des CDI les plus longs de la télévision. C'est Evelyne Delia. Ah bon ? Donc il y a 48 ans de carrière sur TF1 aujourd'hui et je tiens à la saluer tout simplement. Ah ouais, c'est pas mal hein. Bravo Evelyne. Bravo Evelyne, bravo. Allez, c'est parti. Un premier info. C'est parti. Alors l'info que je veux de commencer, c'est évidemment la libération. Hier, on l'a appris ce 5 janvier. Après 40 ans passés dans les geôles israéliennes, un homme âgé de 64 ans, monsieur Karim Younes, qui a été libéré hier. Karim Younes. Est-ce qu'on commente ou on zappe, Tarek Mami ? Moi, c'est le... Oui, vous allez commenter, vous. Ah oui. Un autre sujet, j'aurais zappé pour laisser du temps, mais je peux pas. Alors, en fait, nous avions reçu il y a quelques jours donc l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri. Il vous a dit ce qu'il pense de la justice. Il n'y a pas de paix sans justice. Oui.
Et, ça c'est vrai. Et le système, alors le système israélien est très fort parce qu'il a pris tous les mauvais systèmes de tout ce qui se passe en termes juridiques dans le monde. Et par exemple, vous avez Barghouti, il est condamné, je crois, à 93 ans, plus 5 fois la perpète. Ouais. Donc je vous laisse imaginer, donc le mec il meurt, il renaît, on repart pour la perpète. Et cette justice administrative, c'est pareil. Alors j'ai essayé de chercher, parce que moi j'aime bien donner un peu aux auditeurs les éléments pourquoi ce militant a été incarcéré et pourquoi 40 ans. J'ai pas tout à fait trouvé, donc je reviendrai dans une autre semaine. C'est le record, je crois, hein. C'est lui le plus long. Oui, c'est le record. C'est plus que Mandela. Ouais. Et je rappelle que nous sommes en France et que nous avons un détenu en France qui aujourd'hui atteint 38 ans de prison. Georges Ibrahim Abdallah. Georges Ibrahim, dont le mandat est terminé, dans l'incarcération est terminé il y a plus de 10 ou 12 ans, et qui pour des raisons politiques, parce qu'il n'y a pas de ministre, ils n'ont pas trouvé en France un ministre de l'Intérieur capable de prendre un papier, d'écrire décret d'expulsion Georges Ibrahim Abdallah et de signer. Alors, et il sera expulsé le jour où on trouvera un ministre de l'Intérieur capable de signer le papier. Et donc je rends hommage à celui qui vient de passer 48 ans, et je 40. Dis 40 ans, excusez-moi, et je dis que c'est bien de critiquer Israël et sa non-justice, mais on ferait bien de commencer par nettoyer devant chez nous, ici, en France. Et c'est ce prisonnier qui est allé voir sa maman. Absolument. Qui est décédé il y a à peine 6 mois, et qui n'avait pas obtenu l'autorisation pour aller... Oui, et tout à fait. Et surtout, l'armée israélienne est venue la veille, et elle a enlevé de sa maison et des maisons voisines tout ce qui est drapeau palestinien et tout ce qui peut servir pour faire une fête. Ouais. Bah, sauf que les Palestiniens, ils ont une telle résilience qu'ils ont fait venir des ballons avec donc le drapeau palestinien qui sont venus de tous les villages mitoyens pour être au-dessus de la ville quand il est arrivé. Bon, merci Tarek, c'était à titre exceptionnel pour que ça soit aussi long, mais ça méritait en tout cas. Est-ce que Enver, tu zappes ou tu commentes? Tout a été dit. Ok, donc tu zappes. Sabrina, tu zappes ou tu commentes? Bah, je commenterai, mais il n'y a plus rien à dire. Ah bah ça c'est assez nouveau ça comme truc. Ok, très bien. Jimmy. Ouais, je commente rapide. Vas-y. Ouais, juste pour dire qu'effectivement c'est dommage que la France n'a pas les mêmes velléités pour aider les Palestiniens que les velléités qu'elle met en exergue pour aider les Ukrainiens, si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait longtemps que les Palestiniens sont martyrisés par l'impérialo-sionisme, il y en a un peu ras-le-bol, et ce serait bien qu'il y ait une solidarité internationale réelle qui s'organise autour de ce sujet-là. Parce que si on attend derrière le gouvernement français à la botte de Washington, à mon avis, on va attendre longtemps pour aider nos frères palestiniens. Quand est-ce que tu seras content un jour, toi, Jimmy? Je suis jamais content. Jimmy, c'est votre première année avec nous à la radio. Nous, ici, en tout cas, France Maghreb 2, c'est la direction qui parle. Nous ne défendons pas les Palestiniens parce que c'est nos frères. Nous défendons les Palestiniens parce que c'est un peuple occupé, comme nous avons défendu. Ah ouais, non, mais c'est dans par contre, frère en humanité, si vous voulez. Moi, quand je dis frère de classe, mon frère de classe ou en Palestine, ça me dépasse. Voilà, qu'il soit en Palestine, qu'il soit en. C'est un frère de classe. Non, c'est bien. J'apprends ce nouveau concept. C'est comme le prolétaire israélien qui veut pas la guerre, il faut l'écouter aussi. Je veux dire, il y en a beaucoup, mais on les entend pas beaucoup. Donc je retiens un frère de classe. Oui, c'est bien. Même s'il y en a un moins, évidemment. Allez, on y va. Deuxième info. Vous choisissez de zapper ou de commenter. À dater de ce 2 janvier 2023 et sur décision des autorités algériennes, la Grande Mosquée de Paris a le monopole et l'exclusivité comme organisme de certification et de contrôle des produits halal exportés de la France vers l'Algérie. Est-ce qu'on commente ou on zappe, Tarek Mami? Je vais passer mon tour. Très bien. Enver, est-ce qu'on commente ou on zappe? Commente. Allez, on y va. Déjà, je voudrais savoir. Près du micro, s'il te plaît. Pas te le répéter 100 fois. Ce micro est définitivement trop loin. Ouais. En même temps, c'est normal, t'as un ordinateur à côté. Non, c'est que le micro était très très lourd et j'ai du mal à déplacer. T'as un accident capital devant toi. La question est pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que sur le coup, effectivement, même en France, tu vois, la certification halal de la Grande Mosquée de Paris est décriée. C'est donc pourquoi l'imposer aux Algériens. Quid de la Mosquée de Lyon, hein. Terminé. Tout à fait. Oui, puisqu'elle a le monopole et l'exclusivité. Jimmy? Je zappe. Tu zappes. Sabrina? Ouais, je zappe grandement. Allez hop, ça zappe, c'est bien. Troisième info. Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et de la politique sécuritaire est en visite pour 2 jours au Maroc. José Borrell. On zappe ou on commande, Tarek? Bah, je vais faire comme pour l'Algérie. Et l'Algérie, je suis égalitariste, moi.
Donc vous zappez. Je zappe. Ok, monsieur Enver de Santos, on zappe ou on commente? Zap. Ok, Jimmy, on zappe ou on commente? Je zappe. Sabrina, on zappe ou on commente? Juste une chose, je commente. Est-ce que je commente épicé, on va dire. Est-ce que c'est en lien avec les soupçons de corruption du Parlement européen? Alors, bah ça tombe bien ce que tu dis, ma Sabrina. Tiens, j'avais préparé. J'étais assez emmerdé parce que tout le monde avait zappé sauf toi. J'avais proposé justement d'écouter José Borrell qui est venu et Maroc et voici ce qu'il a dit et c'est très intéressant. La prochaine fois il va nous inciter s'il te plaît. Zappa. On écoute José Borrell, Sabrina. Merci d'avoir tenu tête. Nous avons abordé la question du Sahara occidental. Je sais à quel point c'est une question existentielle pour le Maroc. Et nous comprenons l'importance fondamentale de ce sujet pour le Maroc. Je vais répéter ici que l'Union européenne soutient le processus des Nations unies et les initiatives de l'envoyé spécial du secrétaire général visant à parvenir à une solution politique qui soit juste, réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable et qui repose sur le compromis en conformité avec les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Et nous avons pris note et nous valorons beaucoup les efforts sérieux et crédibles menés par le Maroc à cet effet. Et nous encourageons toutes les parties à poursuivre leur engagement dans un esprit de réalisme et de compromis dans le contexte d'arrangement conforme aux buts et aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies. Évidemment, dans l'entretien que nous avons eu avec le ministre Bourita et aussi avec les chefs du gouvernement ce matin, nous avons évidemment abordé l'enquête en cours par des allégations de corruption contre des membres du Parlement européen dont la levée de l'immunité parlementaire a été demandée. Évidemment, nous sommes préoccupés par ces événements dont la presse se fait écho. Ils sont inquiétants et les accusations sont graves. La position de l'Union européenne est claire. Il ne peut pas y avoir d'impunité pour la corruption. Zéro tolérance pour ça. Nous devons attendre le résultat des investigations en cours de la part des autorités judiciaires qui doivent amener toute clarté sur ces événements et nous attendons la pleine collaboration de tout le monde dans cette enquête. Alors moi c'est très clair. Voilà, Sabrina, est-ce que ça répond en partie à ta question? Pardon? Est-ce que ça répond à ta question finalement? Oui, ça répond à ma question, on va dire ça comme ça. Comment, en une phrase, Tarek, José Borrell, qu'est-ce qu'il est venu dire au Maroc? Justement, je ne voulais pas commenter à cause de ça, parce qu'il est venu dire « Je vous aime beaucoup, mais la question du Sahara, ce n'est pas un accord entre vous et les Américains, c'est l'ONU. » Et puis il leur a dit aussi... Attendez, et alors je vous aime beaucoup, mais quand il y a de la corruption, nous on cherche les corrupteurs. Ouais. Donc je voulais pas rentrer dans le débat Algérie, Maroc. Non, mais il n'y a pas d'Algérie là. Ouais, non, mais vous savez comment les auditeurs écoutent quand on commente. C'est pour ça qu'on a zappé, mais c'est très bien. Dire Algérie, non, mais excusez-moi, vous écrivez. Et c'est pour ça que c'est bien que ce soit Borrell qui dise ce qu'il a à dire pour que les auditeurs. Et chacun se fait son propre avis. Super, voilà. Merci. Très bien, c'est bien ça. Ouais. Allez, on enchaîne, c'est terminé pour le Zappémat. C'est bien, hein, Zappémat, ça a bien zappé aujourd'hui. C'est très bien. On y va avec notre troisième et dernier débat pour un débat très intéressant. Comme d'habitude. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Et on va parler de l'école, les amis, de l'école, avec le ministère de l'Éducation nationale qui a recensé, vous l'avez peut-être vu certainement, 353 atteintes à la laïcité en novembre. C'était un petit peu en baisse par rapport à octobre. Céline Boulay-Espéronnier, sénatrice de Paris, a déposé une proposition de loi, et je voudrais bien qu'on en parle, pour imposer à l'école une tenue obligatoire pour les enfants, les élèves. Je ne sais pas d'ailleurs si elle a précisé si ça s'adressait aux primaires, aux secondaires, au lycée, au collège. Bref, est-ce que, en un mot, tiens, Sabrina, est-ce que tu es favorable à une tenue obligatoire pour les écoliers, pour mettre tout le monde d'accord, pour différentes raisons? Ça peut être pour certains pour lier et parer aux problèmes liés aux entorses à la laïcité. Ça peut être aussi pour éviter à ce que les gamins
qui ont la chance de pouvoir se payer des marques et d'autres qui n'ont pas la chance de pouvoir mettre tout le monde à égalité. Il y a plusieurs raisons qui font que, on rappelle que c'était le cas en France il y a pas mal d'années. Jusqu'à 1968. Et ça n'a jamais tué personne, bien au contraire. Sabrina? Alors, je vais te donner deux réponses. La première, en tant que parent, moi, Oui. mes enfants, ils ont été scolarisés dans dans deux écoles privées, dont une où il y avait une tenue obligatoire. D'accord. Et alors, ça se passait très bien, nous, en tant que parents, et pour eux aussi, ils l'ont absolument pas mal vécu. Maintenant, par rapport à cette histoire potentiellement d'égalité sociale, oui et non, parce que dans ces cas-là, il faut pousser le truc très loin. Pour la simple et bonne raison que tu viens avec une paire de baskets que l'autre n'a pas les moyens de s'acheter malgré ta tenue, ton uniforme obligatoire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est ton sac à dos, ton cartable, qui est d'un certain montant. À l'époque, il y avait les modes de cartable à roulettes, donc tout le monde ne pouvait pas se les offrir. Donc, en termes d'égalité sociale, je ne suis pas certaine que c'est l'uniforme qui va mettre tout le monde d'accord. Après, la deuxième réponse que je te donnerais, du coup, là, je ma casquette de thérapeute, effectivement, le fait de porter un uniforme, humainement parlant, et qu'on le veuille ou non, l'humain a besoin d'avoir ce sentiment d'appartenance, que ce soit à sa famille, à sa religion, à sa communauté ethnique ou autre, à ses origines. Donc c'est vrai que, je ne dis pas que c'est bien ou pas, hein, ça aussi c'est discutable, mais c'est vrai que le fait de porter un uniforme et qu'on soit tous de manière visuelle, parce que ça n'entache en rien qui l'on est à l'intérieur, peut nous pousser à appartenir quelque part c'est un peu comme aux États-Unis avec les universités, les campus, etc. On appartient un petit peu à cette école, donc avec cette patte-là, avec ce truc-là, etc. Néanmoins, il y a certains profils, psychologiquement parlant, j'entends, il y a certains profils pour qui c'est pas forcément une bonne chose, parce qu'il y a déjà des personnes qui sont suffisamment, qui sont assez qui intériorisent beaucoup, qui sont plutôt timides, et le fait de se fondre un petit peu comme ça ne va pas leur permettre de développer leur personnalité, bien au contraire, ils vont s'éteindre encore plus. Donc il y a du bon et du pas bon. Donc c'est un avis mitigé, si j'ai bien compris, Sabrina. C'est un avis mitigé, mais plus mitigé que tranché, voilà. Exactement, c'est exactement le terme, parce que c'est pas forcément, c'est pas super positif comme on pourrait le croire, et ça arrangerait tout le monde, et puis tout le monde est égaux, absolument pas. En dessous d'un uniforme, il y a une personnalité. Et aujourd'hui, on parle que de l'école publique, qu'elle soit privée ou pas, c'est au-dessus ou autre chose, mais on parle de la République. Et aujourd'hui, déjà, avec les tenues que tout le monde peut choisir, on a de la difficulté déjà à laisser certaines personnalités s'exprimer, et d'autres peut-être un petit peu à les contenir. Avec le fait d'uniformiser comme ça les tenues des élèves, je suis pas certaine qu'on puisse aider ces profils-là. Enver, qui a travaillé aussi avec les gamins, son avis m'intéresse. Moi, je suis totalement pour. Je m'explique. C'est-à-dire que là encore, tu vois, je te renverrai à la mentalité française. Le problème, c'est que c'est une histoire de construction. C'est une mentalité, toi, aujourd'hui. C'est une histoire de construction mentale. C'est à un moment donné, philosophiquement parlant, quand tu instaures le principe de l'uniforme, la question, c'est pourquoi tu instaures l'uniforme. C'est-à-dire que si dans la philosophie, tu dis, je vais mettre l'uniforme pour lutter contre les atteintes à la laïcité, c'est pas la même chose que je vais mettre l'uniforme pour mettre une certaine forme d'équité. J'ai bien équité et pas égalité. Et l'idée, justement, dans cette notion de l'uniforme, c'est que ça ne doit pas venir tout seul, en fait. C'est-à-dire que cette histoire d'identité, c'est un peu ce que Sabrina a dit également, elle est très importante. Et à un moment donné, le fait de mettre l'uniforme à côté doit s'accompagner par une éducation qui va permettre aux enfants de pouvoir s'exprimer et de créer une réelle équité, mais vraiment sans limite. C'est-à-dire que, comme l'a dit Sabrina au début, faut pousser le bouchon très très loin. Mais effectivement, je suis totalement pour. Maurice. Tarek Mami. Moi, je suis pour. Oui. Je suis pour une raison simple. La question. J'allais faire une boutade, mais en fait, j'allais dire, vu votre âge avancé, vous devez avoir connu ce genre de situation, mais.
Alors, mon âge avancé, je sais pas. Non, par rapport à nous, je veux dire. Par rapport à nous sur le plateau, je veux dire. Non, excusez-moi, Oui. on va faire la différence au nombre d'années. Vous allez voir que vous allez rattraper ça très vite. Et la deuxième chose, je ne sais pas, c'est à partir de quel âge. Non, mais à partir de quel âge on devient avancé. Ouais. Parce qu'on est tous âgés. Non, mais moi j'ai connu ça en Tunisie quand j'étais à l'école primaire. Ouais. Et je constate que quand je rentre en Tunisie pendant l'année scolaire, ils ont toujours. C'est toujours en activité là-bas ? Oui, en Tunisie. Ouais. Alors, Rose, alors c'est ridicule, mais c'est comme ça. Parce que là, le truc du genre n'est pas encore arrivé. C'est rose pour les filles. Vous en plaignez pas. Hein. Voilà, donc c'est rose pour les filles et bleu pour les enfants. Et moi je suis sur l'argument de Sabrina, sur l'appartenance. Parce que ces enfants dans les quartiers qui se battent ou des choses comme ça, avec cette tenue, il va y avoir une autre identification. Et demain, quand ils vont aller dans des collèges différents, dans des facs différents, et j'espère pour beaucoup d'entre eux, des quartiers dits défavorisés, de faire les grandes écoles, la Sorbonne ou l'ENA, il restera quelque chose dans la mémoire collective. Et c'est comme ça aussi qu'on crée des solidarités à long terme, même si la vie nous sépare. C'est pour ça que je suis pour ça. Et c'est vrai, parce que moi, j'assiste aux achats début septembre, avec des gamins qui veulent acheter une paire de chaussures à 150 € pour des parents qui sont au SMIC. Et les parents... Il y a l'allocation entrée scolaire. Hein, oui, mais les parents, parce qu'ils pensent qu'en donnant ça, ils vont donner les moyens de leurs enfants de bien travailler à l'école. Si on mettait tout ça à égalité, et j'allais dire, on revenait même à ce que comme en Angleterre, hein, les mêmes chaussures, les mêmes trucs, peut-être que ça aiderait les familles qui n'osent pas dire non à leurs enfants, et la solidarité, bien sûr, entre gosses. Jimmy. Ouais, alors plutôt d'accord. D'accord avec quoi ? Plutôt d'accord avec le port de l'uniforme. Alors évidemment, ça ne va pas résorber le problème de l'égalité sociale. Il y a un problème bien plus profond, mais ça va permettre en tout cas d'estomper certaines conséquences matérielles. Je dirais. Cacher la misère peut-être. Voilà, certaines conséquences matérielles. Bon, ça n'a pas l'air, mais c'est tout de même important. Effectivement, le deuxième élément, c'est que de toute façon, là par contre, il n'y a pas besoin d'uniforme ou pas. Sans l'uniforme. Il faut qu'il y ait un accompagnement des enfants pour qu'ils puissent à un moment assumer leur personnalité et développer. Moi, vous savez, j'ai grandi dans la Cité 3000 à Aulnay-sous-Bois. Ouais. J'étais au collège Victor Hugo à la Cité 3000. Je vais vous dire, ça ressemblait plus à un centre de tri socio-professionnel pour multinationales qu'autre chose. Et ça a passé en gros. Et aujourd'hui, vous êtes passé cadre, hein, ça veut dire. Ouais, mais parce que moi, j'ai aucun diplôme. Je me suis fait tout seul. Je suis totalement autodidacte. Ouais, j'ai été déscolarisé à 16 ans. Ils m'ont pas aidé. Le système éducatif en France m'ont pas aidé. Conseillère de désorientation. Ouais, c'est exactement ça. Donc mettre un uniforme, oui, parce qu'il y a encore une fois, ça va estomper certaines conséquences matérielles, mais il faut véritablement un accompagnement des enfants pour qu'ils puissent s'épanouir, développer leur personnalité. C'est important. C'est bien parce qu'on a eu finalement. Comment dirais-je, on nous a présenté un peu le sujet via Sabrina qui nous a un peu mis les choses sur la table. T'as Enver qui est plutôt favorable, Tarek également, Jimmy finalement, et vous auditeurs 01 40 33 9000, vous pouvez aussi nous le dire ce que vous en pensez de la possible, en tout cas c'est cette sénatrice en question de Paris qui pose ça sur la table en faisant cette proposition de loi. Pas sûr que ça soit l'urgence du moment, je vous le cache pas, hein. On a autre chose à faire en ce moment au Parlement. Mais bon, on peut quand même en parler et peut-être recueillir un avis au standard. Allô, bonjour. Allô. C'est Christophe. Oui, bonsoir. Oui, c'est Karim. Oui, je t'entends mal. Karim, moi je t'entends bien alors. Est-ce que tu serais favorable à l'uniforme à l'école pour les enfants, mon cher Karim ? Bon, j'avoue que j'ai pas vraiment étudié la question. Mais pourtant, c'est la question que je te pose. Voilà. Toi, tu voulais faire du hors-sujet, toi, je le sens. un peu mitigé. Après, moi, le cœur du problème, c'est quoi ? Est-ce que c'est essayer de, comme disaient les intervenants, d'effacer un peu les catégories socio-professionnelles des parents ? Si c'est ça, oui, c'est pas mal. Maintenant, je pense pas que ça règle le problème, comme disait Jimmy. Jimmy, voilà, tout à fait. Je pense que c'est encore une fois, c'est pour masquer un manque de l'éducation nationale. Je m'explique. Il y a un gros problème aujourd'hui avec l'école en France. On le sait, avec les chiffres, les données, etc. Maintenant, j'ai l'impression, encore une fois, que ce gouvernement, c'est une petite remarque que je fais là. Ils reprennent encore une fois une idée de Madame Le Pen. Voilà, Madame Le Pen est pour l'uniforme. Donc on va faire plaisir à une catégorie. Ça fait plaisir aux Français de dire l'uniforme, etc.
c'est très français. Alors c'est vrai que l'extrême droite y est plutôt favorable, on va pas s'en cacher. Mais c'est une idée qu'elle-même a reprise. Voilà, tout à fait. Ah ouais, c'est pas Marine Le Pen qui a inventé le truc. C'est même dans un des programmes du Parti Socialiste il y a quelques années, qui au nom de l'égalité apparente, voulait donc revenir à cette... à ce... Elle s'en est emparée, mais c'est pas elle qui en est à l'origine. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, ça a existé jusqu'à 68, donc 70, et à partir de 70, ça commence à se déliter, chacun fait ce qu'il veut, sans qu'il y ait un texte qui autorise et qu'on n'autorise pas, et que la question revient quand on parle d'habits islamiques pour les filles. Voilà, c'est ça. Oui, exactement. Justement, oui, Karim. Moi, j'ai un exemple d'un ami là qui est, ses enfants sont dans l'Oise, dans un collège. Ouais. Et là, dernièrement, c'est pas écrit dans le règlement intérieur. Ouais. Ils ont à l'entrée du collège, ils ont interdit à certains élèves qui avaient des capuches, ils ont obligé à enlever leurs capuches. Écoutez-moi bien, ils ont enlevé les capuches. Les filles avec des manteaux, vous savez, maintenant c'est à la mode, des manteaux très longs. Eh ben, ils leur ont dit ça, c'est pas une tenue laïque. Et c'est quand même. Moi, quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit, mais c'est pas possible. On est où là? Mais la question de capuche pour les garçons, il n'y a pas de vêtements islamiques avec capuche sur la tête. Mais bien sûr. Bon, donc on l'aura pas. Non, mais je pense qu'après qu'il y a toujours des écoles qui vont tomber dans quelques dérives en fait. Donc enlever la capuche. C'est un peu comme c'est pas qu'une histoire de tenue islamique aussi. On doit admettre aussi qu'il y a des adolescentes. Oui. Il y a eu le débat il y a pas longtemps qu'on a vu tourner dans les médias où les tenues, les croc-tops, etc. C'était pas qu'une question de tenue islamique. Admettons-le aussi. Ouais, il est possible aussi de se dire que peut-être que certains établissements mettent des règlements intérieurs. Moi, je ne sais plus dans laquelle des écoles de mes enfants, ils avaient interdiction de porter des jeans troués. Peu importe l'endroit où le jean était troué. Je rappelle à notre auditeur qu'il n'y a pas de tenue islamique dans la religion musulmane. Et que les gosses qui disent on va mettre une tenue islamique. Il y a un code vestimentaire par contre. Il y a un code vestimentaire, c'est d'être. C'est Samir Stab qui me l'a dit tout à l'heure. D'être en pudeur. Oui, il y a un code vestimentaire. Bon, c'est être en pudeur. Bon. C'est pas mettre une robe, c'est pas mettre un camis blanc pour aller à l'école avec des chaussures Adidas et avec le pantalon jusqu'au. Mais après, monsieur Mamie, c'est aussi parce que ils sont jeunes. Alors je me fais un peu l'avocat du diable. Ils ont des parents. Ils sont jeunes, ils sont dans une quête identitaire. Ils ont des parents. Sabrina, ils ont des parents. Ils ont effectivement des parents. Et parfois, ils sont en pleine crise avec ses propres parents. Ils cachent. Moi, je le vois. J'ai des enfants tous les deux. Ils sont ados, un au lycée, un au collège. Ma fille, elle me dit, il y en a une, elle porte le voile, c'est en cachette de ses parents. Donc, il y a des choses aussi qui peuvent nous dépasser par moment. C'est pour ça qu'on se doit plus d'être dans l'accompagnement de ces enfants que de les pointer du doigt. Autant celles qui portent un croc-top que celui ou celle qui mettent des tenues dites pour eux islamiques. Merci mon Karim. Merci à toi en tout cas. Et bon week-end mon Karim. Dans un instant, les coups de gueule et coups de cœur. Sabrina commencera parce qu'elle a bien choisi. Jimmy suivra. Tarek Enver aussi à suivre. Le zapping, bien entendu. Le quiz. Mam pour parler des génériques d'entrée et de sortie de FR3 et France 3 aujourd'hui. Le quiz, je le disais, et Mam qui nous conclura cette émission. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas en avance. On est même très bien là pour l'instant. Donc c'est parfait, on continue. Bon rythme. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF, avec Tarek Mami, Sabrina Gassim, artiste, avec Jimmy Dalidou, avec lui-même il dit qu'il est sage, c'est bien ça, avec Enver de Santos qui est très studio aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il a, Enver, là, il est très studio aujourd'hui. Il le faut. Attends, à un moment donné, je ne peux pas toujours être dissipé. Ouais, bon, d'accord. Alors on va passer maintenant au coup de gueule et au coup de cœur. Je vous rappelle le principe, c'est 1 minute. Il y a un chrono que je déclenche et ça dure 1 minute. Genre, je sais que Sabrina va faire une petite entorse. Voilà. Je le sais. 1 minute 9. Voilà. Elle m'a prévenu. Voilà. Au moins, elle m'a prévenu. Donc, je vais quand même déclencher mon chrono. Mais bon, je serai intransigeant uniquement pour cette fois, Sabrina. Attention. Donc, on y va. Sabrina, nous t'écoutons. À toi de commencer. Je déclenche le chrono. On t'écoute. Alors, ni coup de cœur, ni coup de gueule, coup de poing. Honnêtement et contrairement à beaucoup, j'aime bien l'appellation Pantine au lieu de Pantin. Oui, je trouve qu'on ne nous prend vraiment pas pour des pantins, après tout. C'est pas comme si on avait donné le nom d'une rue avec le prénom Khadija. Car comme nous le savons tous, qu'elle fût femme de prophète ou qu'elle soit femme de ménage, le prénom Khadija, Absatou ou encore Anne dérange notre Gargamel national, j'ai nommé Zemmour.
Pardon. Anne ne nous dérange pas, vous êtes sûr? Non, parce que quand je vois ce qu'est devenue la ville de Paris, oui, Anne me dérange. Et je parle bien de ville, bien sûr. Quoi qu'il en soit, à la base, ma chronique se voulait pleine d'espoir malgré le montant du pass Navigo. Allez, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, car pour conclure sur une bonne nouvelle, j'avais envie de finir sur une touche d'humour. Macron s'est exprimé et a dit en avoir assez des gens qui font des profits excessifs face à la crise énergétique. Mystère aller-retour Paris-Qatar. Sans commentaire. Et est-ce que vous savez quand est-ce que Macron a dit cela? À l'occasion de la cérémonie de la galette de l'Épiphanie à l'Élysée. Oui, à l'Élysée. Du coup, je me demandais si le mot laïque, il existait encore dans le dictionnaire 2023, la Larousse. Très bien. Ah bah oui, minute 9, c'est bien, Sabrina. Parfait, bien écrit, comme d'habitude, notre Sabrina nationale. Tiens, Jimmy, on l'écoutera d'ailleurs, je crois, dans le zapping où Macron parle des super profits. Ça va être une spéciale dédicace pour toi, Jimmy. Bon, est-ce que t'es prêt? C'est un coup de gueule, toi, hein, coup de gueule. Coup de gueule, total impro. Allez, j'y vais, je déclenche le chrono. C'est parti. Ouais, je reviendrai d'abord, je partirai sur un préjugé qui doit être brisé dès le départ. Je reviendrai sur la définition de ce qu'est le prolétaire. C'est quoi un prolétaire, cher Français? Un prolétaire, c'est une personne qui a uniquement sa force de travail à vendre pour vivre et faire vivre sa famille. Donc deux choses. La majorité des Français sont prolétaires. Deuxième chose, c'est une majorité qui est exploitée par une minorité. La deuxième chose, évidemment, je reviendrai sur le fait qu'une classe sociale, c'est quoi finalement une classe sociale? Une classe sociale, c'est un groupe d'hommes dont les intérêts sont les mêmes. Et vous avez toujours, dans le cadre du capital, une classe sociale dominante, propriétaire des moyens de production et qui exploite, martyrise une classe sociale dominée. La classe sociale dominée, on parle donc des prolétaires. La majorité des Français sont des prolétaires dominés, exploités, martyrisés dans les processus de production. Ensuite, je reviendrai sur les... Alors, il faut arrêter de dire que lorsque vous allez travailler, vous êtes encore des hommes. Moi, quand je vais travailler, je ne suis plus un homme. Ouais. On est des capitaux variables. Et je finirai juste sur ce que disait Ernesto Che Guevara. L'homme meurt pendant les 8 heures dans lesquelles il travaille avant de ressusciter dans ses créations artistiques. Donc soyons des artistes, redevenons des artistes sociaux. Très bien. Tarek Mami, est-ce que c'est un coup de gueule ou un coup de cœur? Est-ce que je peux reporter mon coup de gueule pour la semaine prochaine? Oh, bien sûr, il n'y a pas de problème. Comme ça me fera 2 minutes. Ah non. Ah non. Ah non. C'est pas mal comme ça. C'est bien tenté, mais non. Voilà. Alors, ce sera Holbeck et la semaine prochaine. D'accord, très bien. Enver, coup de gueule ou coup de cœur? Coup de gueule. Coup de gueule. Bien près du micro, s'il te plaît. On y va, on déclenche le chrono. C'est parti. À toi de jouer, mon Enver. Ils disent: à l'heure où les tribunes incendiaires contre les minorités augmentent, je me demande pourquoi nous ne réagissons pas. Quand je dis nous, je parle bien évidemment de toi qui m'écoutes, mais également d'elle, de lui, d'eux. Ces silencieux qui baissent le regard sur la pression des puissants. Qui sont les puissants? Grande question, on ne cesse de parler de complot en désignant tour à tour ceux qui possèdent les médias, ceux qui possèdent les grandes sociétés, ceux qui. En fait, il y a tellement de désignations, alors qu'en fait, au final, ils sont moins nombreux que nous. Un avantage, je pense, un avantage car ceux des minorités sont unis, alors que, en majorité, nous sommes désunis. Alors, encore une fois, vous me direz, qui sont-ils et qui sommes-nous? J'y viens, ne vous inquiétez pas. À l'heure où des gens meurent encore par moins 10 dehors, nous croyons en de nombreuses choses. Nous croyons au fait que, porter une kippa fait que qu'on est plus riche. Porter, je sais pas moi, le passeport chinois fait qu'on est également plus riche. Mais la véritable question, c'est où sommes-nous et qui sommes-nous? Que faisons-nous justement pour lutter? Et qui sont-ils? Je pourrais vous dire peu importe, mais le vrai souci est qu'ils disent et nous ne faisons rien. Nous ne disons rien. Que sont-ils? Nous, la question c'est qui sommes-nous? Et la réponse est simple, c'est que nous sommes les 99%. Et à l'heure où tout le monde est en train de faire grève, la médecine, mais également les pompiers et toutes ces valeurs de travail qui sont en train de faire grève, je tiens à rappeler à tout le monde que nous sommes les 99%. Merci beaucoup, Enver. Voilà pour ces coups de gueule et coups de cœur. Pas mal du tout. Je dois dire que quand même, c'est le premier jour depuis qu'on a lancé ce truc qu'on a dépassé. Hein. Tout le monde a été sage. On a fait vraiment une minute précise. C'est difficile, hein. Sauf moi. Finalement, j'ai ouvert le bal. Tout le monde a dépassé. Ouais, tout le monde a dépassé, c'est ça. Allez, c'est parti pour le zapping. Je crois que vous avez certaines choses à me dire. Vous alliez le faire gagner
Parce que c'est notre projet. C'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Ne pas s'asseoir sur une chaise rouge parce que le rouge serait la couleur du diable. J'ai grandi et baigné dans l'islam. Oui. El Hamdou, je le connais par cœur. D'accord. Ça va. C'est insupportable, votre attitude, sur les plateaux de télévision. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Bon, ça ose tout. C'est pas ça qu'on les reconnaît. Bon, alors dans le zapping, j'ai à vous faire écouter tout d'abord Alain Juillet. Qui est Alain Juillet? C'est le patron, l'ancien patron, l'ex-patron des renseignements français, qui donne un avis plutôt intéressant, enfin une analyse en tout cas, assez factuelle, j'ai envie de dire, qui explique peut-être, mais pas seulement, mais en partie, peut-être la problématique qui oppose deux pays voisins et frères, le Maroc et l'Algérie. Écoutez. Donc il y avait l'Inde, il y avait la Chine, il y avait la Russie, bien entendu, comme vient de le dire. L'Algérie a participé également. Alors bien sûr, il y avait à côté d'autres pays comme la Corée du Nord, bien sûr. Moi, ça, c'est pas ça qui est important. Ce qui est intéressant, c'est l'Algérie. Parce que le fait que l'Algérie participe montre d'une part que l'Algérie se positionne dans le cadre des fameux BRICS. Je vous rappelle, les BRICS, c'est le groupe des pays où il y a le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, et qui va s'étendre bientôt à l'Indonésie, à l'Arabie Saoudite, semble-t-il, et à l'Argentine. Donc, il s'est mis dans ce groupe-là, et ça veut donc dire qu'il a fait un choix qui n'est pas occidental. Et ça, c'est très important, parce que vous avez d'un côté le Maroc, qui lui a fait le choix, avec les accords d'Abraham, d'être proche des Américains et proche d'Israël aussi, il faut le dire. Et de l'autre côté, par contre, vous avez l'Algérie qui carrément joue de l'autre côté. Intéressant ou pas cette analyse, Tarek? Rien du tout. L'Algérie, depuis 1962, a fait le choix d'être de l'autre côté. Donc qu'est-ce qui nous apprend de nouveau? En tout cas, pas moi. Ouais. Bon. Non, mais est-ce que ça peut expliquer justement la problématique qu'il peut y avoir entre deux pays où les alliés sont différents en fait, oui, cher Christophe, mais il y a le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Tout à fait. Alors d'abord, dès 62, il y a eu cette problématique pour les trois pays du Maghreb. Ouais. Le Maroc a basculé dès 62 donc, dans le camp américain, pour ne pas dire français et européen. L'Algérie a basculé dans le camp donc, de l'Union soviétique d'époque. Et Bourguiba, qui était un peu plus souple, il avait mis 2 tiers de pied chez les Américains et 1 tiers de pied chez les Moscovites. Et depuis 1975, la cassure arrive malheureusement pour les peuples. Et donc, États-Unis, Israël, Amérique, même camp. Algérie, Russie, Chine, nouvel entrant dans l'autre camp. Donc rien de nouveau pour moi dans cette analyse politique, sauf que moi ce que je regrette en tant que franco-maghrébin, c'est de voir la distance tous les jours se creuser un peu plus entre Algériens et Marocains. Au début au niveau des dirigeants, et je crains que ça commence à sointer pour descendre au niveau des gens, en tout cas là-bas, parce qu'ici il y a encore une solidarité entre les franco-marocains et les franco-algériens. Sabrina, un truc à dire là-dessus ou pas? Moi, je vais juste dire que pour avoir été au Maroc et pour avoir été en Algérie, je trouve que le peuple, non, ça va encore. Le peuple vraiment cherche à bien se distinguer. Il y a toujours de toute façon des gens qui vont suivre ce que le gouvernement prône et ces guerres-là incessantes entre eux. Mais le peuple, quand même, moi, en tout cas, je parle vraiment de ce que j'entends, de ce que je vois. On est des frères avant tout, quoi qu'il arrive, et on est les premiers à subir en fait cette scission, quelle que soit la raison et le point de départ et la finalité de cette scission. Ouais. Et il y a toujours une explication. Il ne faut pas l'oublier, ça. Il ne faut pas l'oublier. On est avant tout des frères et des sœurs. Juste très rapidement pour dire qu'effectivement la contradiction des deux blocs, c'est-à-dire le conflit entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, n'a jamais vraiment terminé au final. Il y a eu la chute de l'Union soviétique dans les années 90 qui a justement laissé l'Ukraine isolée. Mais en fait, c'est d'abord une guerre idéologique. Le capitalisme versus le socialisme. C'est ça, appelons un chat un chat. La socialisation des moyens de production à l'Est et le capitalisme sauvage, l'impérialisme à l'Ouest. Appelons un chat. Et donc ça naît sur le plan économique et social. À un moment, l'Ouest avait gagné. Mais ça ne veut pas dire qu'il avait forcément gagné sur le plan idéologique, au niveau des idées. Donc, et effectivement, le continent africain va être l'arbitre du match.
Je vous rappellerai qu'il y a une accélération des coups d'État actuellement au niveau actuellement sur le continent africain, sur Afrique Média TV, on en parle d'ailleurs. Et je vais vous dire que c'est pas pour rien. C'est parce que les différents pays impérialistes savent très bien que s'ils perdent le continent africain, ils perdent le monde. Point barre. Alors, combien des auditeurs qui nous écoutent assidément, et moi je vais vérifier, je sais que par exemple, la Tunisie, qui était donc plutôt occidentale, et l'Algérie, qui était plutôt pro-orientale, j'allais dire, pour faciliter, étaient les deux pays étaient dans le mouvement des non-alignés. Il faut que je vérifie, est-ce que le Maroc était ou pas aussi, auquel cas, il y a eu à un certain moment un organisme, donc les non-alignés, dans lequel des gens étaient soit avec les uns, soit les autres, mais qui essayaient en même temps, de se préserver. Ahmed Ben Bella était très bien vu par Ernesto Che Guevara, par le Parti communiste cubain. Oui, mais non, mais ils étaient assez proches. Le FLN, quand il est créé en 1954. Là, Bourguiba était pro-américain, mais il était le fondateur des non-alignés. Donc c'est pour dire, est-ce que le Maroc était ou pas en mémoire. L'Algérie a toujours pris les bonnes décisions finalement. Par rapport à mes idées que opposées. Par rapport à vos positions à vous. Par rapport à ça, ils ont toujours pris les bonnes décisions. Par rapport à votre vision du monde. Ouais, après, je sais que vous n'êtes pas d'accord. C'est pour ça qu'il n'y a plus de prolétaires en Algérie. Mohamed qui est avec nous. Salut Mohamed. Ouais, salut Christophe, salut à tout le monde. Salut Mohamed. Je voudrais interpeller M. Mamie suite à ce qu'il vient de dire par rapport à l'Algérie-Maroc. Oui, ça fait déjà depuis des années, chacun a choisi son camp, c'est clair. Pour des raisons, chacun géopolitiques ou économiques ou autres. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, pour parler simplement, on va dire, pour faire deux camps, Amérique, Russie, comment dire, chacun va tout faire pour que les deux présidences ou, comment dire, gouvernants, dirigeants, ne se rapprochent pas. Oui. C'est le but du jeu. Donc c'est ça le problème. C'est que même si les peuples, ils sont frères, je le pense sincèrement, vous l'avez dit ici en France, mais également là-bas aussi, aussi bien les États-Unis que, je dis pour simplifier, les États-Unis et la Russie, ça ne les intéresse pas que les deux se rapprochent. Donc toujours il y aura des bâtons dans les roues. Et maintenant il y a Israël qui vient rentrer dedans, donc ça va être beaucoup plus compliqué que les années précédentes, je pense. Tout à fait, mais moi la question que je me pose à moi-même, c'est pourquoi les dirigeants de l'Algérie, du Maroc, et je mets dans le sac la Tunisie, se font influencer par la Russie ou par les États-Unis pour rester dans cette position. Ils peuvent dire, nos intérêts à nous sur le terrain, frontières, amis, frères, tout ce que vous voulez, font que nous devons trouver la solution entre nous. C'est une alliance politique, ils cherchent l'alliance politique. Il y a des alliances politiques nouvelles. Moi, cette question, je me la pose. Ouais. J'ai 52 ans, ça fait peut-être une vingtaine d'années ou pour pas dire 30. Ouais. Mais j'ai peut-être un truc, je me fais un film peut-être. Et j'ai l'impression qu'ils ont des dossiers monstres sur eux, des choses, et ils les tiennent avec ça, quoi. C'est pas possible. Ouais. Sinon, je sais pas. Sinon, effectivement. Bon, merci Mohamed en tout cas pour ton appel 01 40 33 9000. J'ai une spéciale dédicace pour toi, mon Jimmy. Emmanuel Macron qui s'attaque au super profit. Ça devrait te faire plaisir, ça. Donc, il n'est pas normal qu'il y ait des gens qui fassent des très gros profits dans un moment où on utilise quand même l'argent du contribuable pour aider les plus petits à résister. Donc, on va remettre un peu tout le monde d'équerre dans cette période. Eh bien, ce qu'on va demander dès maintenant aux fournisseurs d'énergie, c'est de revenir vers chacun de ces artisans, chacune de ces TPE, et de les renégocier pour les remettre dans le lit de la rivière. Dans le lit de la rivière, mon Jimmy. Alors, il faudrait qu'il se bouge parce qu'il est en contradiction avec ce qui se passe actuellement sur le terrain. Je vous rappellerai que les boulangers, les bouchers et les petites TPE sont actuellement totalement étouffés. C'est un véritable carnage social avec des factures qui ont plus que triplé. Il faudrait qu'ils se bougent un petit peu par rapport à ce qu'on entend. C'est pas mal, c'est une bonne avancée quand même. Ils s'attaquent au super profit. Ouais, non, mais super profit. Non, si vous voulez s'attaquer au super profit, le boulanger il paierait au lieu de payer. Vous vous rendez compte, il avait une facture de 1 000 euros, il se retrouve avec 10 000 euros. Justement, c'est ça. 13 000 euros. En fait, le dirigeant de TPE paye ce que les multinationales ne payent pas. Jimmy, tu viens de lancer une perche et une belle transition parce que tu parles des boulangers. Et souvent, les ministres ont une grande gueule lorsqu'ils sont plus au gouvernement. Les ex-ministres. Je parle de Madame Bachelot, écoutez. L'année où on a inscrit la baguette au patrimoine mondial de l'UNESCO, si on n'aide pas les boulangers, alors là, vraiment, ce serait la politique de Gribouille. Ah ouais, j'adore ces ministres qui ont été en poste, qui l'ont fermé pendant des années, et puis au moment où ils sont plus ministres, ils peuvent se permettre une certaine liberté. Alors à sa décharge, Christophe, c'est que Madame Bachelot a toujours été comme ça, même quand elle était au pouvoir.
Oui, et par exemple, sur la première affaire que tout le monde a oublié, des masques, qu'elle a fait détruire ou qu'elle a fait commander ou je sais pas quoi, en tout cas un truc. Alors, on lui a posé la question, elle était ministre. Elle a dit, moi, je préfère faire ce que je dois faire. Et si j'ai tort, bah, tant pis pour moi. Mais je le fais. Donc, elle a toujours eu ce franc-parler au ministère de la Culture, pareil. Moi, je l'ai rencontré quelques fois. Et vous aussi, je crois, une fois, Christophe, avec moi. Elle a toujours parlé, j'allais dire, d'une manière... C'était les vaccins contre la grippe aviaire, non? Ouais, c'est ça? je me rappelle pas, mais elle a commandé. On lui a dit, machin. Elle a dit, je préfère en avoir de trop que pas assez. Ouais, c'était les vaccins. Oui, c'était les vaccins, c'est ça. Enver, j'ai un petit truc pour toi. La Ronaldo Mania en Arabie Saoudite. Ronaldo Mania, à son apogée hier en Arabie Saoudite, c'était totalement grandiose. Cristiano Ronaldo, très attendu dans son nouveau club d'El Nasser, a été acclamé par un stade de 33 000 supporters. Valentin Jamin, le footballeur, a été accueilli comme une véritable rockstar. 200 millions d'euros par an, Enver. Et vous savez ce qu'il a dit, cher Christophe? Truc de ouf, hein. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis heureux d'être en Afrique du Sud. Ah ouais. D'accord, il n'a pas tout compris. Il n'a pas compris où est-ce qu'il était, quoi. J'ai surtout beaucoup de mal avec l'idolâtrerie. Après, voilà, sur le coup, tu vois, 200 millions, je vais pas lui jeter la pierre. Entre Messi, entre Mbappé avec ses 680, je crois, sur 3 ans. Voilà, l'argent, voilà, aujourd'hui, c'est une donnée informatique pour ces gens. Bon. Mais très clairement, j'ai vraiment beaucoup de mal avec toute cette idolâtrerie. Pelé, voilà, c'est un dieu. Le pape Benoît XVI, tout ça me fout le cafard un peu. Fais attention. Ça me fout profondément le cafard. Bon, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Dans un instant, Bab, on va parler de France 3, ça va peut-être nous foutre du cafard à notre ami Enver aussi, à suivre. Le quiz et déjà, la chronique de fin d'émission. Ça passe super vite, c'est normal, c'est le LGF, c'est sur France Maghreb 2, avec toute la fine équipe. Vraiment belle émission aujourd'hui. Tarek Mami, Enver de Santos, Sabrina Artis-Gassim et Jimmy Dalidou. Qu'est-ce qu'il est sage, notre Jimmy, aujourd'hui. Ça va pas durer. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. LGF sur France Maghreb 2 avec la suite bien sûr, et la suite c'est avec notre ami Mam qui a été silencieux jusqu'à présent et qui nous a écouté et qui va pour l'heure continuer et pour la dernière fois nous parler de France 3 et d'FR3. On a parlé d'informations, de sport, de séries. Mam, c'est à toi. Merci Christophe. Alors effectivement aujourd'hui c'est le dernier volet d'une série qui a commencé il y a 15 jours maintenant, consacré au 50e anniversaire de la naissance de la 3e chaîne couleur. Et pour un ultime montage réalisé avec Christophe à la hâte, mais en professionnel, nous vous devons, chères auditrices et auditeurs de France Maghreb 2, d'aller jusqu'au bout, là où France Télévisions n'a pas fait son travail, je l'ai fait. Et donc nous allons entendre un extrait qui est un extrait plutôt rare, puisque c'est la naissance même de la 3e chaîne de télévision française le 31 décembre 1972 à 19h, parce que nous allons parler d'un double anniversaire aujourd'hui, puisque effectivement les 50 ans c'était le 31 décembre dernier, mais qu'aujourd'hui nous sommes le 6 janvier, et que le 6 janvier 1975 naissait FR3, comme naissait d'ailleurs Antenne 2 et TF1, donc c'est un anniversaire aujourd'hui, 48 ans, et nous allons donc entendre, avec un petit montage qui va venir par la suite et que je veux vous commenter, l'essentiel de ce qu'on appelle les indicatifs d'ouverture et de fermeture d'antenne, puisqu'aujourd'hui maintenant la télévision est 24 heures sur 24, mais avant, pour cause d'économie d'énergie, eh bien la télévision s'ouvrait comme nous, on se levait comme nous et se couchait comme nous. C'est vrai. Alors c'est parti, 31 décembre 1972, avec Jean Amadou qui déclare la naissance de la 3e chaîne couleur. Naissance de la télévision 3e chaîne, première fois. Voilà. Voilà ce que c'est la 3e chaîne, juste avant la 3e chaîne. C'est peu de choses finalement. Ah. On peut même dire que c'est rien du tout. Rien du tout. Rien que les ondes de M. Hertz et de M. Maxwell qui courent dans tous les sens. Tout le monde ne les voit pas. Alors là, c'est Jean Amadou. Ça ne vous fait pas froid dans le dos, cette 3e chaîne privée de 3e chaîne? Et Maurice si, bien Orgue. sûr. Remarquez, c'est peut-être le moment le plus exaltant de son histoire. Comment ça? Aucune déception, aucun faux pas, pas de critique, pas l'ombre d'un téléspectateur courroucé. Ça va venir. Notez que ce téléspectateur-là serait un ingrat parce qu'en janvier, il a versé pour 2 chaînes et on lui en donne une 3e avant la fin de l'année. Pour l'instant, c'est le paradis,
C'est la béatitude. Oui. Dites, on va pas rester dans la béatitude désertique jusqu'à demain. Je suis d'accord. Vous avez raison, je crois qu'il est temps de meubler ce froid décor. Mur. Voici le générique de la 3e chaîne Couleur, composé par Jacques Loussier et qui porte le nom de Octave. 3e chaîne Couleur, 1972-1975. C'est une chaîne qui émettait que seulement 5 heures par jour, entre 19h et minuit. Le logo est signé Catherine Chaillet. 1975, naissance de FR3, il y a 48 ans jour pour jour. Voici son indicatif d'ouverture. FR3, donc FR3 comme France Région 3, du souhait de Comte Cotamine, qui était le président de l'époque, de l'appeler France Région. Et c'est Gérard Marinelli qui a construit le logo, qui a constitué le logo, qui lui a dit douce nuit, à demain. Faut dire FR3 plutôt que France Région. Et là, c'est Anne Lefébure que vous avez écouté, puisqu'il n'y avait pas de speakerine sur FR3 à l'époque. C'est l'indicatif de fermeture de FR3 qui date, je crois, de 1983. Et l'antenne s'est fermée à 0h10. Les temps changent. L'indicatif que vous écoutez, qui s'appelle Bonjour à la 3, a été composé par Francis Lay et a été le générique des premières années de Soir 3. Dix ans plus tard, en 1985, FR3 se saupoudre un peu avec un nouveau générique. En 3 dimensions. Nous allons prendre un virage culturel cette fois-ci, direction 1988, on reviendra à 1986 tout à l'heure. Pour ceux qui s'en souviennent, les fameux yeux d'une demoiselle, les yeux très pénétrants, le relief de la vie, FR3, de 1988 à 1991. Et voici son indicatif de fermeture d'antenne. FR3, le relief de la vie. Voici maintenant l'indicatif de 1991, réalisé par l'agence Publicis, et mis à l'antenne à partir du 4 février 1991. Toutes les télévisions vont au bout du monde, FR3 en plus va au bout de la rue. C'était la voix du regretté Jacques Chancel, FR3, qui était directeur de l'antenne. Et puis de FR3, on passe à France 3 le 7 septembre 1992 avec un indicatif fort bien réalisé par l'agence Gédéon. Très africain d'ailleurs. On tape sur les bambous. Comme inspiration. Quelques années plus tard, en 1997, le dernier indicatif d'ouverture et de fermeture d'antenne de France 3, 1997, 1999, voire même 2002, je crois que ça s'est arrêté en 2002, au moment où France 3 est passé en 24-24. Alors j'en profite tout de suite pour vous dire que le prochain indicatif, c'est celui de l'ouverture et de la fermeture d'antenne de 1986. C'est celui que je kiffe. Le voici.
sur une musique du célèbre compositeur Olivier Bloch-Lenné. Oui, Christophe. Faut conclure. Eh bien, c'est le moment de conclure, en effet, puisque vous avez entendu pendant ces 15 jours 50 ans de vie sur la 3. Et nous espérons bien évidemment que les dirigeants de France Télévisions ont eu une attention particulière à écouter toutes ces différentes chroniques. Merci, Mam. Dans un instant, le quiz et la... Le LGF pour la dernière partie, et c'est parti pour le quiz. Sabrina, Mam, Jimmy, Enver, Tarek. Le quiz. Ça va être rapide, mes petites questions, les voici, les voilà. Quel journal a subi une attaque informatique hier? Charlie Hebdo. Bonne réponse, une enquête est ouverte d'ailleurs, suite aux caricatures du guide suprême iranien. DGSE a été saisi. Absolument. Là, comme quoi, hein, on réagit vite. Hein. Et Charlie Hebdo qui a pris position contre Holbeck. Ah oui, d'accord. Après Matignon, des militants écolos s'en sont pris à un autre ministère, lequel hier? Ministère de la connerie. Non. Ministère amer? Non. Quand même, où ils ont mis de la peinture orange sur les murs. Attends, c'est pas le ministère de la Santé? Non, c'est pas la santé. Bah, il reste Bercy. Merci Tarek. Il reste Bercy parce que c'est là où il y a les capitalistes exactement. qui exploitent les prolétaires. C'est ceux qui reçoivent les valises pour le nom du Qatar. Tiens, qui qu'a dit? Merci beaucoup. Qui a déclaré ceci, j'ouvre les guillemets. J'en ai ras-le-bol des numéros verts dans tous les sens. Macron. Voilà. Lors des vœux devant les boulangers, effectivement. Quel acteur français, messieurs, dames, sera le prochain président de la 48e cérémonie des Césars? Oui, le 24 février à l'Olympia. Tahar Rahim, notamment Un prophète, que je kiffe ce film alors. Moi, j'ai pas pu le voir. Désigné coupable. Ah, il est magnifique. Il est dur. Oui, il est dur. Moi, j'ai arrêté au bout de 10 minutes. J'étais dans une salle et je suis sorti. Très dur, mais voilà. Qu'a interdit la préfecture de police sur ordre de Darmanin ce week-end? Quelque chose qui devait se passer demain. Non, monsieur. Non. Il autorise les gilets jaunes? Il autorise les gilets jaunes, oui, absolument. Alors, les généralistes, médecins? Non. Ah bah, il doit y avoir il y a la Palestine. Non, il y a la Palestine quelque part. C'est une marche, mais sur quoi? De marche de qui? Bah, c'est pas la Palestine. Marche au flambeau prévue par qui? Front National? Pas la mouvance d'ultra-droite, exactement. En raison de risques forts de troubles à l'ordre public. Bah, ça a été interdit. Les prolétaires vont descendre pour les contrer, donc mieux vaut arrêter la chose. Tout à fait, on va aller les chercher. Merci Jimmy. Allez, c'est parti, Mam. Tu vas nous conclure, comme tu le sais si bien faire, cette émission de ce vendredi. 5 minutes 30 maximum. Voilà, et c'est long, hein, c'est pas la minute de notre Non, minute, c'est parce que j'ai envie de respecter le décret Nadège. Alors... Donc la chronique du jour, la dernière pour moi avant un long moment, qui s'appelle Saltimbanque. Quel plaisir non dissimulé de vous retrouver pour la belle histoire des réjouissances de l'actualité, si morose que le poteau rose ne tarde pas à se dévoiler en France tant la crise engendre des crises. Nos politiques jouent les banquiers faisant du sale et nous avons mal à nos factures, à nos écoles, à nos hôpitaux, à nos halls d'immeubles même. Et avec ça, notre résident de la République bananière, que mange allègrement Tarek, soutient contraint et forcé de porter honneur au drapeau ukrainien, qu'il fournit au nom de la France des armes, en l'occurrence des chars, des blindés, à Volodymyr Zelensky. Vous me direz qu'entre blindés, on se comprend, lol. Mais notre président a oublié qu'on n'est plus aussi blindé que ça. On n'est plus aussi blindé qu'autrefois et que nous avons besoin d'une union blindée, de services publics forts, d'une politique diplomatique cohérente, à parole forte, mais pas un vassal américain, poisson piloté, mangé par Biden et torpillé par Poutine. La France est maintenant pleinement impliquée dans cette sale guerre et en désarmant sa propre armée. Pour un ex-banquier d'affaires, on ne fait pas dans le détail. Il fait comme bon lui chambre, comme dirait Jimmy. Macron ménage un avenir dont il sera même plus l'acteur d'ici à 2027 et rejoindra le saltimbanque Hollande, l'autre pays du roi mage en galette engloutie. Mais nous le savons, Macron pratique une politique pas très orthodoxe, mais pense qu'il aura une baraka d'enfer en orthodontie de dents du bonheur. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Enver Dos Santos a gagné la fève.
Non pas forcément l'entreprise qui l'emploie, mais du moins il a gagné la fève. Parce que tu t'as mangé la galette ou pas? Non, pas encore. Pas encore? Bon, tu vas la gagner, la fève. Au moins, tu l'as gagnée en salaire. Jimmy, cégétiste avec la moustache Martinez naissante. Tarek au passeport français à jour. Oui, voilà, le passeport est vraiment à jour. Je l'ai dans les mains. Gauche, c'est mieux que main droite. Et Sabrina au KLM, non pas la compagnie aérienne, mais chez elle. Et moi, je dirais que comme Dupont et Moretti. Et oui, car ils sont deux chez Eric. La réforme de notre justice vient d'être annoncée en confidence de presse, bien avant que les syndicats de magistrats n'aient la primeur des mesures. Je saluerai bien évidemment Sabrina qui, à mon avis, est en train de jouer... Ouais, voilà, c'est exactement ça. Mais quel cliché. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Hein. Bien avant donc que les syndicats de magistrats n'aient la primeur des mesures. Ambiance. Un changement de logiciel radical qui pousse l'américanisation du fonctionnement de l'échiquier judiciaire. Bien évidemment, les pompiers vont me récupérer. Ça doit être Éric Dupond-Moretti qui allait me chercher les pompiers. Où les mentalités donc françaises auront du mal à s'adapter et rompre les dogmes historiques. Je propose solennellement à Éric Dupond et Dupont de commander un rapport sur les lenteurs administratives et subdivisionnelles à la rationalité bureaucratique des magistrats de la chambre maçonnique à M. Tarek Mami. Je prédis d'avance un pavé dans la mare aux avocats, un pavé aussi lourd que le code pénal, c'est dire. Je zappe, je mate. Karim Younes libéré des geôles israéliennes après des années d'incarcération, premier geste, voir sa maman enterrée, décédée il y a près de 8 mois et qui n'a pas reçu l'autorisation d'assister à son inhumation. C'est une indignité sans pareil. Envers a envoyé 2 saints comme son nom pour crédibiliser le marché du halal, voire même le sacraliser. Tant mieux. Christophe est sauvé par Sabrina pour diffuser la conférence soporifique de Joseph Borrell. Tous les garçons ont zappé d'ailleurs. Le Sahara occidental est un sujet épineux sur lequel Tarek Mami ne s'étendra pas, même le linge sale. Toujours en famille maghrébine. Bravo. Passons à... C'est très bien pour une fois. Passons à l'uniforme, un serpent de mer scolaire qui fait débat éternel dans notre République. À l'heure où notre société est de plus en plus fracturée, la société par essence n'étant pas uniforme mais protéiforme, la tenue est sensible pour les familles. Les conséquences matérielles s'en trouveraient estompées mais pas gommées. Mais l'uniforme, oui, mais pas au détriment du développement des êtres et de leur personnalité. Tout le monde n'est pas Macron, mais n'est pas Tarek Mami non plus. Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation minimale, fut largement occupé ces derniers temps, ayant présidé de manière laïque la cérémonie religieuse d'un autre pape, Benoît 1664, pape allemand ayant fréquenté les jeunesses hitlériennes, bouteille de Heineken à la main. Ça s'appelle, pape, l'école buissonnière. Coup de poing pour Sabrina, qui règle ses comptes avec Anne, Valérie, Macron, je dis Macron comme Pantine, et oui, je féminise son nom, pour un édito très fin.